et l'usine Badlel. Voilà, elle perd, à l'époque, on était encore en francs, hein, mais c'est bon, c'est l'équivalent d'1 million d'euros par mois. Donc la boîte, elle a 6 mois à vivre. Bon, moi j'ai 40 ans, 42 ans à l'époque, j'ai la niaque. À 42 ans, si t'as pas la niaque, faut faire autre chose, hein. Donc j'arrive, j'ai le couteau entre les dents, j'ai comme mission de redresser la boîte. Et là, si tu veux, je la redresse comme si c'était ma vie qui était en jeu, tu vois. Bonjour Patrick Belliti, Bonjour Laurent Moisson. ravi de te recevoir sur ce podcast des Forces françaises de l'industrie, nouvel épisode. Écoute, est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et nous expliquer un petit peu ton parcours Bien sûr. professionnel? Très honoré d'ailleurs que vous soyez intéressé à moi. Écoute, c'est obligatoire puisque figure-toi que je te lis avec assiduité c'est vrai. et souvent je te cite. Et c'est vrai que je suis assez prolixe sur LinkedIn. Moi, je m'appelle Patrick Belliti, j'ai 68 ans. Je suis né en Tunisie, à Tunis, en 1956, au moment de l'indépendance. Donc, on n'est pas resté très longtemps en Tunisie, du coup. Donc, voilà, donc j'ai fait toutes mes études ensuite en France, bien sûr. Et j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, j'ai fait l'École nationale d'ingénieurs de Belfort, qui est une école de mécanique. Et ensuite, après un stage chez Renault, qui m'a vraiment plu, où j'ai pratiqué beaucoup les fonderies de Renault dans les années fin 70. J'ai décidé de faire l'école supérieure de fonderie, qui est une école on va dire, de spécialisation. Et alors ça t'est venu d'où justement? Alors ça m'est venu de ma passion pour les moteurs. Voilà, je dois te dire que depuis tout petit, ma mère me disait, même à 3 ans déjà, dès qu'il y avait une voiture avec un capot en panne, il y en avait beaucoup plus à l'époque, hein. Et ben, je m'arrêtais pour regarder comment ça fonctionnait. Donc voilà, c'est vraiment une passion pour la mécanique au sens large et les moteurs. D'accord. Voilà, j'ai vraiment adoré. Donc moi j'ai eu une jeunesse à vélo, Solex, mobilette, moto. Bon, voilà. J'ai passé beaucoup de temps les mains dans le cambouis. Donc j'ai eu envie de faire un métier d'ingénieur parce que j'étais passionné par ce qui marchait, ce qui tournait, voilà. Il fallait que je comprenne comment ce que ça fonctionne. Et donc je suis rentré chez Renault. Alors à l'époque, quand tu avais un diplôme d'ingénieur, tu avais entre 5 et 10 boîtes à la sortie de l'école. Donc Et qu'à choisir. les entreprises venaient te chercher, que ce soit de l'aéronautique, de l'automobile. Moi je suis rentré chez Renault parce que les voitures, ça me plaisait. Donc j'ai fait une partie de ma carrière chez Renault, les 4-5 premières années. Je crois que ça a été pour moi des années très importantes parce que commencer sa carrière par une grosse entreprise, c'est très formateur parce que tu loupes pas les étapes. Tu apprends la structuration du métier d'ingénieur. Tu vois, tu commences à faire de la fabrication, après tu fais des méthodes, après on t'envoie sur de la fusion. Enfin, tu vois, tu apprends vraiment qu'est-ce que c'est que la productivité. Voilà. Donc tu es bien formé. Au bout de 4 ans, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Moi, j'aimais bien Renault, mais je ne me voyais pas faire des culasses. Je fabriquais des culasses et des blocs moteurs. Je ne me voyais pas fabriquer les mêmes culasses pendant 20 ans, 30 ans. Donc j'ai été voir ailleurs. Et j'ai eu un parcours assez linéaire, si tu veux. Je n'ai pas changé de métier. Je suis toujours resté dans l'automobile, la fonderie, l'aluminium. Et j'ai évolué un peu dans ce métier. On peut dire que ma carrière, elle se divise en 2 parties. On va dire qu'il y a une première partie qui est l'apprentissage. C'est de monter un peu dans la hiérarchie, chef de service, directeur de département, directeur d'usine. Puis un jour, tu es remarqué finalement, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est le hasard. Tu es remarqué par le patron d'une boîte qui dit, bah tiens, vous m'intéressez, vous êtes sur des produits assez sophistiqués, donc après tu changes de boîte. Et puis la deuxième partie de ma vie, c'est plus du management. Même si la technique est en arrière-plan, parce que quand tu es ingénieur, tu ne peux pas oublier ce que tu as fait. Quand tu as fait 15-20 ans de fonderie, même si tu gères des groupes, tu ne vas pas oublier. Donc quand tu vas sur le terrain, obligatoirement, tu donnes le petit conseil, même si tu sais que ce n'est pas forcément ce que les gens attendent de toi. Il faut acquérir une certaine crédibilité. Tu vois, et la crédibilité que tu vas avoir vis-à-vis de tes équipes, quand tu deviens manager, directeur d'usine, directeur de division, président ensuite, directeur général, tu vas l'acquérir parce que tu as une crédibilité. Les gens savent que tu n'as pas brûlé les étapes. Ok, donc ça, le parcours, le fait que ça te légitimise. Ouais, ça c'est très important. Oh, okay. Voilà, moi je pense que vraiment, un jeune aujourd'hui qui fait de l'industrie, qui sort d'une école d'ingénieur, il ne faut pas qu'il se loupe. Il faut vraiment qu'il passe le temps qu'il faut. Même si des fois on est impatient. Moi j'étais impatient. Hein.
Des fois, c'est trop long. On se dit, bah, attends, je peux faire le boulot du directeur d'usine, je pourrais le faire aussi bien. Non, il ne faut pas brûler les étapes. Mais après, c'est très enrichissant, parce qu'après, c'est formidable. Tu as la connaissance. Ça éclaire tes décisions, peut-être. Complètement. Après. Complètement. Tes décisions, tu les prends parce que tu as le vécu, tu sais. Alors, on reviendra sur les décisions après, parce que bon, c'est intéressant la remarque que tu fais. Justement, le problème, souvent, des encadrements, c'est qu'ils ont du mal à prendre des décisions. Tu vois, les gens ont peur de prendre des décisions. Alors que moi, ce que je disais à mes équipes, je leur disais, prenez 10 décisions. Il y en aura 5 mauvaises, 5 bonnes. Les 5 mauvaises, vous allez vite vous rendre compte qu'elles sont mauvaises. Donc vous allez corriger vos décisions, parce que vous avez vu que ça ne va pas au bout de quelques jours. Bon. Mais les 5 bonnes, elles vont vous faire avancer. Alors que si vous hésitez tout le temps à prendre une décision, parce que vous avez peur de vous tromper, parce qu'en fait, pourquoi on ne prend pas de décision? Parce qu'on a peur de se tromper. On va faire mal, qu'est-ce qui va nous arriver? L'erreur, c'est un ticket qu'on peut sortir de temps en temps. C'est pas de moi, c'est d'un de mes patrons. Un jour, je me rappelle, j'étais dans une réunion, et j'étais le plus jeune des dirigeants, puis on avait un patron qu'on admirait tous, tu sais. C'était dans un petit groupe de fonderie, et puis le gars, il me regarde, parce qu'il venait de me confier une division. Il me regarde, il me dit, Patrick, l'erreur, c'est un ticket qu'on peut sortir, qu'on garde dans sa poche. Après, il me dit, mais il ne faut pas le sortir trop souvent. Tu vois. Donc, moi, j'ai été formé à ça, j'ai été formé avec des images, tu vois, des images de patrons, tu vois, que j'ai admirées, respectées. Et ça, c'est très important. Donc, voilà un peu ma carrière, comment elle s'est faite. Alors, l'industrie, maintenant. Pourquoi j'ai fait de l'industrie? Parce que, Et alors là, oui. Ta carrière, là, tu es à la période, justement, d'apprentissage. Ouais. Tu fais du management toujours dans ces grandes structures. Ouais. Et puis, un beau jour, tu as une chance de devenir numéro 1, c'est ça? J'ai une chance, effectivement, de devenir le président du groupe dans lequel j'ai commencé directeur général. Et puis, la confiance qui m'est donnée, puisque une confiance, ça se donne, hein, ça ne se prête pas. Hein. Effectivement, j'ai fait mes preuves dans ce groupe, et l'actionnaire majoritaire de ce groupe m'a dit, Patrick, je vous laisse les rênes, quoi. D'accord, donc ça veut dire que d'abord tu travailles chez un constructeur, Ouais. ensuite tu es repéré Après, par un équipementier. Voilà, par ce qu'on appelle les équipementiers, des fonderies, hein, qui sont ou familiales ou des groupes de fonderies. On peut citer des noms là-dessus? Oui, à l'époque, j'ai travaillé chez Montupet. Bon, c'est un nom qui ne parle plus à personne aujourd'hui, parce que la boîte a été rachetée par l'Inamar, hein, qui est un groupe canadien. Je travaillais chez Vaelles, qui est un groupe qui a disparu, malheureusement. Tous les groupes de fonderies dont je vais te parler, ils n'existent plus, hein, puisque... Mais c'était des belles boîtes en plus. C'était des très belles boîtes, c'était des ETI. C'était des ETI. Entreprises de taille intermédiaire. Oui, moi j'ai bossé que dans des ETI, hein, voilà, plus de 500 personnes. Et puis après, c'était le groupe Arche, où là, pendant 19 ans, j'ai fait passer une petite société qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à 330. Mais là, on a créé un groupe. On a créé le premier groupe français de fonderie sous pression. Et donc ça, tu avais le patron du groupe Arche qui te nomme tout de suite quoi, directeur général? Il me nomme directeur général, il me recrute parce qu'à l'époque, il n'avait qu'une seule usine, et l'usine bat de l'aile. Voilà, elle perd, à l'époque, on était encore en francs, hein, mais c'est l'équivalent d'1 million d'euros par mois. Donc la boîte, elle a 6 mois à vivre. Bon, moi j'ai 40 ans, 42 ans à l'époque, j'ai la niaque. À 42 ans, si t'as pas la niaque, faut faire autre chose. Hein. Donc j'arrive, j'ai le couteau entre les dents, j'ai comme mission de redresser la boîte. Et là, si tu veux, je la redresse comme si c'était ma vie qui était en jeu, tu vois. C'est ça qui est motivant. La passion que tu as quand tu es petit, quand tu es ado, tu la retrouves quand tu es adulte, et tu la retrouves et tu la démultiplies parce qu'elle est enrichie par ton expérience. Et là, en 4-5 mois, on redresse la boîte avec une équipe que je constitue avec moi. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Je ne travaille pas seul. Tu vois, même quand je prends des décisions seul, je l'ai toujours mûri avec des équipes. Ça, c'est toujours très, très important. Et des équipes que j'ai constituées et qui ont travaillé avec moi des années. Je suis assez fidèle. Donc, j'ai des gens qui ont bossé 30 ans avec moi. J'ai mis je ne sais pas combien de mes directeurs à la retraite parce que je les ai emmenés au bout. Tu vois. Mais en même temps, c'est un chemin de vie. Enfin, je veux dire, c'est très sympa de faire ça. Donc voilà. Alors j'ai un très bon souvenir, bien sûr, de cet actionnaire, ce propriétaire de fonderie. Tu vois, je vais presque te dire qu'une de mes plus grandes joies de ma vie, c'est de l'avoir vu souffler.
tu vois, dire, tu vois, ça y est, c'est bon, ma boîte est sauvée. Bon, allez, on va dire qu'on a eu des belles ETI jusqu'à 2000-2010, tu vois, dans mon secteur. Et ça, c'est né, en fait, finalement, dans les 30 Glorieuses, bien avec sûr. des types qui sortaient de l'atelier, qui étaient des bons bricoleurs, des types qui avaient de la vision. Je vais même te dire, moi, une des boîtes que j'ai reprises, c'était une boîte qui avait été créée par un émigré italien, qui, en 1947, a passé la frontière, il s'est installé dans le Jura, et il a créé la plus belle fonderie de France, en 30 ans. Ça s'appelait comment? Manzoni. Ouais. Groupe Manzoni, à l'époque, dans les années 80-90, c'était la référence. Et le gars, il est parti de rien. Il est arrivé, il a traversé la frontière à zéro. Un rien. type qui maîtrisait le geste. Il a maîtrisé l'usinage, la fonderie, et c'est parti de là. Mais des histoires comme ça, je peux t'en raconter plein. Enfin, je veux dire, toutes les fonderies que moi j'ai ou repris ou que j'ai côtoyées, qui étaient mes concurrents, le nom des fonderies, c'était le nom des familles. Tu vois? Voilà. Alors, Groupe Arche, non, parce que là, bon, mon actionnaire, lui, n'était pas un fondeur, et c'était plutôt on va dire, un financier bien entre guillemets, hein, qui avait travaillé dans un grand groupe Valeo et qui avait repris une entreprise, mais qui avait vraiment une optique industrielle. Mais sinon, tous les groupes que j'ai pu ou côtoyer ou reprendre, c'était vraiment des grands noms. Duranton, Brea, Manzoni, c'était les noms des patrons. Et les mecs, ils sont sortis du rang. Ah bah, les mecs, quasiment tous. Tous. Même peu étaient ingénieurs. Hein. Peu étaient ingénieurs. Hein. Les gars, ils sont sortis dans les années 60, ils ont créé leur boîte. Alors, comment ces boîtes... Enfin, là, on est dans le secteur automobile, évidemment. Ouais. Comment ces boîtes ont grossi? Tout simplement parce que les constructeurs automobiles, plus ils grossissaient, plus ils se défaisaient de métiers qu'ils ne voulaient plus faire. Tu vois? Si tu prends l'exemple de Renault, que je connais bien, quand tu allais dans les années 70 chez Renault à Boulogne-Billancourt, tu avais 45 000 personnes à Boulogne-Billancourt. C'était une ville. Ils fabriquaient sur l'île Seguin les bagnoles, ils avaient les achats, la forge, la fonderie. Tu pouvais avoir toute l'industrie à Boulogne-Billancourt. Puis un jour, il y a eu des problèmes sociaux, enfin bon, l'après 68, etc. Bon, a fait que les décisions stratégiques ont été prises de dire, on décentralise tout ça. Donc, ils ont fermé Boulogne, progressivement, ça a pris 20 ans, 30 ans, mais au fur et à mesure, ils ouvraient des usines en province. D'où toutes ces fonderies que tu as pu voir, les fonderies du Poitou, par exemple. Là où j'ai commencé à travailler. Belle boutique. C'était une belle boutique. Ouais. Mais moi, j'ai fait le démarrage, tu vois, en 82, parce que c'était la décentralisation d'une partie des productions qu'il y avait à Boulogne-Billancourt, les culasses et les blocs moteurs. Et donc là, on avait la plus belle fonderie d'Europe. Je ne veux pas dire du monde, parce que je ne les ai pas toutes visitées, mais en Europe, j'en ai vu pas mal. Je peux te dire que c'était la plus belle fonderie d'Europe à l'époque. Bon, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc là, la fonderie du Poitou, si tu étudies son cycle de vie, qui a à peine 40 ans, c'est rien du tout. Comment, en 40 ans, on peut créer la plus belle fonderie d'Europe et la laisser mourir? Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'industries lourdes pour fabriquer de l'armement, entre autres. C'est incompréhensible. Alors, c'est quoi ton analyse, justement, là-dessus? Je vais te faire une analyse déjà pragmatique, réaliste, sur ce qui s'est passé. Carlos Ghosn, qui est le numéro 2, à l'époque, dans les années 2000, hein, puisque c'est Schweitzer qui est à la tête. C'est Schweitzer qui l'envoie redresser Nissan. C'est Schweitzer qui décide de faire Dacia, la marque roumaine. C'est pas Ghosn, hein, on met beaucoup de choses sur Ghosn, mais non, c'est lui Schweitzer, hein, qui n'était pas un industriel, hein, qui était un énarque du cabinet d'Aubry d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Bon, lui, il est visionnaire. Voilà, il a la vista, il voit les choses. Mais il sait utiliser les compétences. Donc il utilise Carlos Ghosn pour redresser Nissan et pour faire un peu le ménage chez Renault. Hein, parce qu'on sort quand même d'une période... bon, on rentrait à Boulogne-Billancourt un peu comme on voulait, comme un moulin. Enfin, c'était l'époque où... voilà. Bon. Et justement, là, c'était quoi? Décris un peu cette période. Moi, quand j'ai fait mon stage chez Renault, je veux dire, tu rentrais, il y avait juste un poste de gardiennage. Salut, ça va, tu vas bien? Tu sortais avec des plans, tu rentrais avec des plans, les mecs, ils te demandaient rien. Dans les années 80, tu sais, bon, c'était la bonne franquette. Bon, petit à petit, ça s'est resserré. Bon. Après, il fallait les badges, après les tourniquets, et puis après, on rentre plus du tout, quoi, maintenant. Et donc, c'était... il n'y avait que ce problème pour la fonderie. Alors, revenons à la fonderie. Donc, Carlos Ghosn, à un moment, bon, il a une bonne réflexion stratégique. Il dit, est-ce qu'un constructeur automobile doit tout fabriquer dans la voiture?
Est-ce qu'il doit aller jusqu'à fabriquer la culasse, le moteur? Certains constructeurs ont dit oui. C'est le cas de Peugeot, par exemple. Peugeot a continué à faire ses culasses. Il les fait encore. Hein. Mais après, ce n'est pas le cas d'autres. Il y en a qui ont décidé de tout externaliser. Et Renault a pris cette décision. Alors à l'époque, ça pouvait être une décision qui avait du sens, parce que ça permettait, si tu veux, de recentrer les moyens sur le cœur de métier. C'est quoi le cœur de métier d'un constructeur automobile? C'est d'imaginer une bonne voiture. C'est quand même Renault qui a inventé la Twingo. Il a inventé l'espace, le monospace, c'est Renault. Hein. Après, tout le monde s'est engouffré dedans, mais c'est lui qui l'a inventé. Donc, on va faire du marketing, on va faire de l'assemblage et puis de la qualité. On va essayer de vendre un bon produit au client. Bon, déjà, si on sait faire ça bien, c'est déjà pas mal, à un bon prix. Donc, on va muscler nos achats pour acheter au bon prix ce qu'il faut. Et à partir de là, tu commences déjà à signer l'arrêt de mort de tes anciennes usines que tu avais. Pourquoi? Parce que les usines qui ont été créées sur les modèles de Renault, ce sont des usines de très grande série, qui ne sont pas forcément équipées pour faire autre chose que du Renault. Donc tu les sors, mais si elles ne font pas leur révolution, c'est-à-dire si rapidement elles ne se transforment pas, se restructurent pas pour faire Renault et d'autres clients, ça ne va pas aller bien loin. Et c'est ce qui s'est passé avec Renault. Si tu veux, Renault a vendu à des Italiens, qui ont vendu à des fonds, qui ont vendu... Il y a eu une dizaine d'actionnaires entre le moment où Renault a décidé de faire repasser, quoi. Le carve-out, finalement. Ça s'appelle comme ça, le mot à la mode aujourd'hui. Hein. Carve-out, on sort une structure. Ils se les sont repassés d'actionnaire en actionnaire. Alors, de dépôt de bilan en dépôt de bilan, on peut dire. Tu vois? Donc, à la fin, tu arrives, la boîte est exsangue, il n'y a pas de stratégie, parce qu'un actionnaire a fait ça, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Donc, le but du jeu, c'était de survivre, 1 an, 2 ans. Mais il n'y a aucune stratégie qui a permis à un moment de dire l'effondré du Poitou, vous allez rebondir. Et là, on est à quelle époque là? Là, on est à la fin. Au début, je veux dire, au début du carve-out. Le début, on est dans les années 2000 à peu près, voilà, dans les premières années. En une vingtaine d'années, on a planté la boîte, quoi. D'accord. Si tu veux, le Poitou a eu 20 ans où ça a bien tartiné, et puis après, les autres 20 ans, on passe d'un actionnaire à l'autre. On vit de subsides. S'il vous plaît, Renault, vous pouvez me laisser encore ce volume. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de nouveaux clients, si tu veux. Je fais une parenthèse parce que je le lis souvent et je l'entends souvent. Je vois les gens dire « Ouais, il faut de l'investissement. Ok, donnez-moi 10 millions. Ah ouais, je vous donner 10 millions, vous allez investir. Bon, alors, si demain, je vais prendre un exemple. Hein, j'ai une entreprise qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'investis 10 millions. Première question, est-ce que j'ai le temps de les investir immédiatement? En combien de temps je vais les investir? Parce qu'on croit que l'investissement, c'est quelque chose, c'est un chèque qu'on fait et que le lendemain, on a le résultat de l'investissement dans l'usine. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais t'expliquer comment ça marche. Enfin, ceux qui ne l'ont pas pratiqué, ils ne savent pas. Mais ceux qui l'ont fait, ils le savent. Moi, quand j'avais des équipes, moi j'appelais ça la direction des ressources industrielles. Tu sais, pour contrebalancer les ressources humaines. Tu vois, il y a les ressources industrielles. Moi, je disais aux gars, chaque année, voilà le budget, je vous donne la ligne du haut, on a tant à faire, vous me descendez les charges et vous me dites quels invests il faut pour faire ça. Si on a déjà les moyens, c'est formidable. Si les moyens, il faut les rétrofiter, c'est-à-dire les remettre au goût du jour, vous allez me dire combien ça coûte. S'il nous manque de moyens, vous allez me dire combien ça coûte. Mais dépêchez-vous parce que c'est pas en 5 minutes qu'on va investir. Tu vois? Donc, il faut d'abord que tu définisses ton investissement pour que tout le monde soit d'accord, que ton budget soit défini. Ensuite, il faut que tu fasses les plans. Un investissement, tu ne vas pas acheter une machine comme ça, tu vas la mettre où, comment, etc. Donc il faut qu'il y ait un ensemble. Donc ça prend un certain temps. Donc, entre le moment où tu as pris la décision de mettre dans ton budget que tu vas investir l'année N 10 millions, et le moment où les 10 millions auront été intégralement dépensés, il peut se passer 24 mois. Minimum. Bon, en 24 mois, il peut se passer un tas de choses. Sauf si tu as investi la même chose il y a 24 mois. Ils vont arriver à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc c'est très progressif. Bah oui, puis l'industrie, c'est quelque chose qui roule. Tu vois? Donc une boîte où il n'y a jamais eu d'investissement, c'est-à-dire où tu n'attends pas cette année de modification, où tu décides par le Saint-Esprit de dire je mets 10 millions, c'est dans 24 mois que ça va se passer.
Si tu continues à perdre de l'argent pendant 24 mois ou à voir tes marchés partir, c'est même pas la peine d'investir, tu n'auras pas le temps. Tu vois. Donc attention à, tu vois, les gens croient, quand j'entends dire, ouais, en France, on manque d'investissement. Non, on ne manque pas d'investissement, on manque de commandes. Donc si je comprends bien, investir rapidement des sommes importantes, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ah oui. Donc tout ce qu'on a pu avoir comme déception là, récente, comment t'expliques ça? Parce que ça a été trop vite, on a voulu faire trop vite. Non, alors, si tu fais référence au levée de fonds des startups, par exemple, une startup, la levée de fonds ne va pas dans l'investissement, elle va dans l'exploitation. Ah oui, il y a un peu d'investissement, mais on en est au stade où on fait de la recherche. Donc quand on fait de la recherche, on paye des gens. Donc finalement, l'argent va dans l'exploitation, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il faut bien que quelqu'un paye la ligne du bas. La ligne du haut, c'est 0. Mais les autres lignes, elles se remplissent. Hein. Salaire, URSSAF. Alors après, tu as les startups, là, notamment les startups industrielles, qui ont fait construire des usines, commander des machines. Oui, bien sûr. Oui. Ben alors, donc, il y a le volet exploitation. Après, il y a le volet de la startup qui est prête à rentrer en industrialisation. Et là, effectivement, quand tu construis une machine, quand tu construis une usine, pardon, bah oui, là, tu vas dépenser des millions d'euros pour acheter le terrain, les architectes, les machins, les calculs. L'ossature, ça va prendre, un bâtiment aujourd'hui, pareil, tu vas mettre un an et demi à le faire, hein, à condition que tu aies déjà le terrain et les autorisations. Ouais. Je parle au moment où tu as les autorisations. Hein. Pendant ce temps-là, si tu fais 0 chiffre d'affaires, c'est-à-dire si ta société qui construit ça n'a pas un business à côté qui paye le nouveau business, tu manges ton cash. Moi je suis effaré de voir les sommes colossales d'argent qui ont été investies, quoi. Je veux dire, pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, pour certaines. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Ils sont où les business plans, quoi, qui a validé ça? Je veux dire, moi, j'aurais jamais pu valider un truc comme ça. À mon époque, tu me diras, ça a changé. Maintenant, les mecs, ils achètent tout et n'importe quoi. Bon. Mais à mon époque, moi, quand j'allais voir le président, et encore, lui, il me faisait confiance, mais si j'allais lui dire, je vais mettre 100 briques dans un truc, mais je suis pas sûr que ça marche, hein, on verra, hein. Je pense que je serais resté une semaine dans la boîte. Hein. Et encore. On appelle ça l'innovation de rupture. Voilà, l'innovation de rupture. Voilà. Bon, donc, tu as un peu compris, on est dans l'industrie. Hein. D'ailleurs, revenons à la genèse de l'industrie. Une fois qu'on est revenu à la genèse, on a tout compris. L'industrie, c'est... Alors, au sens que je lui donne, je ne parle pas de l'industrie du tourisme. Hein. Pour moi, l'industrie manufacturière, hein, c'est-à-dire qui fabrique quelque chose, qui va rentrer dans ma balance commerciale pour vendre. En France et à l'export. C'est de la matière première et de l'énergie. Il faut que tu aies les deux. Et il y en a une qui transforme l'autre. Et en transformant l'autre, tu crées de la richesse. Et le but du jeu, c'est de créer la richesse plus vite que tu la dépenses, ta charge. Tu vois, hein, il faut que la richesse créée et les ressources que tu vas mettre pour la créer, dans la ligne du bas, il reste un truc. Donc tu vois ce que c'est que l'industrie, c'est ça. C'est tellement basique, c'est tellement simple que les gens ont oublié, si tu veux, ce raisonnement de base. Et donc, ça va nous amener au problème qu'on connaît. Énergie chère, matière première chère, tu fais plus d'industrie. Alors justement, toi, ta vision, qui a vécu ça de l'intérieur, comment tu as vécu la fin de cette belle époque industrielle et puis le début de l'enfer? Bon, moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que quand je suis sorti de l'école en 82, donc je suis rentré au Fonderie du Poitou, j'ai eu la chance de rentrer dans une France qui était industrialisée. Voilà. En 82, l'industrie française était au même niveau que l'industrie allemande. Moi, pour te dire, j'ai fabriqué des pièces pour Porsche. Tu vois, quand tu dis, mais attends, mais Porsche, ils sont venus acheter des pièces. Bah oui, Porsche, ils sont venus acheter des pièces en France. Tu vois, la Porsche Cayenne, qui a sauvé Porsche. C'est la Cayenne qui a sauvé Porsche. Tout le monde l'oublie. En 2000, hein, les culasses, on les a fait en France chez nous. C'est moi qui ai fait les culasses de Porsche. Donc t'imagines Porsche, pour faire la voiture qui va le sauver, il fait appel à une fonderie française, pas une fonderie allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands, ils nous regardaient. Au moins pour les fonderies. Donc j'ai vécu cette période. C'est aussi pour ça que je suis nostalgique de cette période, parce que j'ai vécu une période extraordinaire. Puis progressivement,
je me suis rendu compte. Alors, je m'en suis pas rendu compte tant que j'étais dans ma première partie, si tu veux, en tant qu'ingénieur, chef de service, parce que j'étais pas aux commandes du commercial, j'étais pas aux commandes de la gestion d'exploitation, donc je me rendais pas bien compte de ça. Mais je m'en suis rendu compte très vite à partir de la fin des années 90, quand j'ai vu arriver les 35 heures. C'est la période où je rentrais, moi, dans le management de haut niveau. Et quand j'ai vu arriver la loi sur les 35 heures, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit, bon, les gars, je vais vous expliquer ce que c'est que les 35 heures. On va prendre un atelier où il y a 100 personnes qui travaillent 39 heures par semaine, c'est-à-dire 3900 heures. On prend telle référence. En 3900 heures, ils font 1000 pièces. Demain, les mêmes personnes vont travailler 3500 heures. 400 de moins, mais ils ne vont plus faire 10 000 pièces, ils vont faire 10 000 fois 35 sur 39, c'est-à-dire 8 700. Et si mes calculs, ça doit représenter 11,7%. Donc demain, les gars, je vais vous demander de me trouver les 11,7%. Parce que nous, on fait de la manufacture. Moi, je vends du tangam à mes clients. Donc c'est-à-dire que tu as 11,7% de productivité à trouver instantanément. Bah oui, si je n'augmente pas mon prix de 11,7%, mon compte d'exploitation, il se prend 11,7%. Tu comprends ce que ce qui est je veux intenable dire? parce que les marges sont donc, si je dois livrer 10 000 pièces à mon client, que j'en fais que 8 700 avec les 35 heures, bah, faut que je réengage de la ressource pour fabriquer le complément, que je vais payer, que je ne payais pas avant. C'est ça les 11,7%. Non, mais parce que bon, bah, j'écris beaucoup là-dessus. Parce que bon, bah, moi, je suis un peu... J'aime bien ressasser pour que les gens comprennent bien, tu vois. C'est mon défaut. Mais je vois des gars, ouais, tu es la même rengaine. Je dis non, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je l'ai traversé. Parce que j'ai eu le réflexe et j'ai eu l'actionnaire qui m'a donné les moyens d'automatiser mes chaînes, de faire en sorte que mes 11-7, je les remplace par des robots et tout, etc., etc. Bon, ça nous a pris un peu de temps. J'ai eu la chance d'avoir un social qui était très bon à l'époque. Hein, ça veut dire quoi, un social qui est bon? Un social, c'est-à-dire que j'avais vraiment... des syndicats qui avaient tout compris parce qu'on avait une bonne entente, parce qu'on avait une vision. Il y avait un dialogue commune, social de qualité. Il y avait un très bon dialogue de qualité, quels que soient les syndicats que j'avais à l'époque, qui étaient ceux que tu peux connaître, hein, qui sont tous aujourd'hui. Et ça reposait sur des gens intelligents, tu vois, vraiment des gens qui avaient tout compris. Bon, aussi, je leur donnais beaucoup d'informations. Hein, je les associais au compte d'exploitation. Et comment j'ai pu traverser les 35 heures sans me casser la gueule, alors que tous mes copains se cassaient la gueule, j'en ai eu plein. Hein. C'est pas compliqué, entre 2000 et 2005. Mais ça, c'est tombé comme ça, ou il y a eu des concertations? Ah non, c'est pas compliqué. Enfin, moi, malheureusement, je suis plus vieux que vous, ou heureusement, pour moi aussi. Non, si tu veux, de mémoire, quand Chirac a dissous l'Assemblée, c'était en 96 de mémoire. Ouais. Donc il y a eu tout un bazar. Juppé voulait faire des réformes, malheureusement qui étaient mal préparées, mal acceptées. Donc il a mis tout le monde dehors. Bon, du coup, pour sortir de là, Chirac a dissous l'Assemblée en pensant qu'une nouvelle Assemblée reviendrait de son bord et qui referait passer. C'est pas ce qui s'est passé. Donc du coup, il a été obligé de faire une cohabitation avec Jospin. Et donc on s'est retrouvé avec Jospin, avec Strauss-Kahn, aux finances. Aubry. Et Aubry, bien sûr, surtout Aubry, au travail. Et là, en 98, comme un marqueur qui voulait marquer la loi des 35 heures. Donc tout le monde, ah, c'est quoi ce truc-là? Et alors, évidemment, tu dis ça pour un cadre ou pour des avocats, enfin, tu vois, des métiers où on n'est pas à l'heure. On ne travaille pas à l'heure, ouais. Bon, on va essayer de faire passer, on va se débrouiller, tu vois. À l'hôpital, c'est déjà plus ennuyeux, hein, parce qu'à l'hôpital, ça fait beaucoup de journées de récupération. Bah oui. Hein, parce que si tu dis aux gens, vous ne pouvez pas travailler moins, mais le reste, je vais vous le donner en récupération RTT, bah, au bout d'un certain temps, ça fait beaucoup, si tu ne peux pas leur payer ou leur donner. Et je pense que la désorganisation, elle est arrivée de là, tu vois. C'est vraiment le point de départ. Hein. Les 35 heures, c'est le point de départ de plein de bordel. Bah alors, nous, dans l'industrie, alors, imagine, donc, moi je dis à mes gens, enfin à mon équipe et puis au syndicat, je leur dis voilà, si vous voulez qu'on reste en vie, parce que j'ai des copains qui vont pas bien en ce moment là, c'est pas compliqué, je vais être obligé de geler vos salaires pendant 3 ans. Ah oui, il fallait que je compense une partie des 11,7%
par un gel des salaires, mais qui n'allait pas intervenir immédiatement, mais sur 3 ans, j'allais récupérer une partie de mes 11,7. Mais ce n'est pas suffisant. 11,7%, qui est, 11,7%, qui est la différence entre 39 qui est ma et différence 35. nette. Tu peux prendre le calcul comme tu veux, tu vas tomber là-dessus. Voilà. Ton produit, il se prend 11,7% d'augmentation. Donc soit tu vas voir ton client, tu lui dis, je vous augmente le prix de 11,7 et il te dit, très bien monsieur, je m'en vais parce que tiens, il y a les Polonais, ils sont en train de rentrer dans l'Europe et ils sont payés 120 €, donc on va aller là-bas. Donc tu prends le risque. Hein. Soit tu dis rien, tu gardes tes 11,7 pour toi et puis tu essaies de faire le boulot. Donc ça veut dire que tu perds de l'argent la première année, la deuxième année... Tu perds de l'argent, disons qu'il faut que tu trouves des solutions. Voilà. Alors les solutions qu'on a trouvées, si tu veux, sur le long terme, moyen-long terme, c'est un gel des salaires sur 3 ans, mais une des causes principales des résultats ou de la non-performance d'une entreprise, selon Patrick Bellitti, c'est le moral des gens. Donc si tu dis à 500 personnes dans une usine, les gars, pendant 3 ans, vous n'avez pas d'augmentation alors que tout va augmenter chez eux, tu es tranquille, le moral, il ne va pas être bon. Si le moral n'est pas bon, le boulot, il ne va pas être bien fait d'une manière ou d'une autre. Donc il faut une compensation. Alors moi, j'avais imaginé l'intéressement. Et on a été un des premiers à faire l'intéressement. On a même eu l'honneur de la Tribune et les Échos. Ils nous avaient pris comme exemple. Ils disaient, ah, comment vous avez fait? C'est un truc tout bête. L'intéressement, moi, je l'ai pris sur l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle EBITDA aujourd'hui, mais c'est bon, c'est le BE. Et ça m'a permis en même temps de les former au compte d'exploitation. Parce que je leur ai dit, je vais vous intéresser sur une valeur dont on parlera tous les mois et que je vais vous expliquer, l'excédent brut d'exploitation, et je vais vous expliquer comment on le fabrique, comment on le calcule, entre le chiffre du haut et les charges. Et dès que j'avais un seuil de déclenchement, tu vois, dès que j'avais un excédent brut d'exploitation qui passait un seuil, et je leur avais dit que ce seuil, on va l'atteindre une fois qu'on a vraiment mis de côté tout ce qu'il nous faut pour vivre, pour investir, s'autofinancer, et au-delà, je redistribue. Tu vois, on était assez innovants à l'époque, hein, je te parle de ça, on était en 2000. Hein. Et donc sur un an, au bout d'un an, les gars, ils avaient des primes. Tu vois, alors ça pouvait être, je sais pas, à l'époque, je ne me rappelle plus, 500, 1000 €, 2000, certaines années, tu vois. Donc c'était même mieux qu'une augmentation, puisqu'à l'époque, c'était exonéré de charges. Après, je ne sais plus quel président a eu la mauvaise idée de nous les charger. Ça avait moins d'un... Les bonnes idées en France, ça ne dure pas longtemps. Ah oui, non, mais c'était beaucoup plus tard, on va dire. Hein. Mais oui, les 10 premières années, c'était impeccable. Et donc, on marchait à l'EBE. Je vais te faire la liste, moi, des mecs qui sont morts. Mais des boîtes de 500 personnes, hein. Pas des petites boîtes. Hein. Mais il y a eu une hécatombe, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a tenu l'historique de toutes les grosses ETI de l'industrie automobile, hein, qui sont mortes entre 2000 et 2005. Mais mortes, ça veut dire dépôt de bilan. Dépôt de bilan, liquidation. Liquidation. Après, il y a eu toutes celles qui se sont fait vendre oui. Ah bah non, mais vite fait. Il y en a eu beaucoup qui ont... Alors, soit elles ont été liquidées directement, soit reprises, évidemment, à la barre du tribunal par des raiders, des vautours, quoi, des mecs, ouais, super. Et la cause initiale, c'est les 35 heures. Personne n'avait demandé cette loi. Est-ce qu'il y avait eu des manifestations dans la rue en 98 pour dire personne? C'était le programme, quoi. C'était le programme. Bon. Et qui aurait dû défendre ça? L'ancêtre du MEDEF, ça s'appelait le CNPF à l'époque. Les abonnés absents, tu les entendais pas. Si on veut prêter un peu de cynisme à des grands groupes, alors bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais on se dit, qui est-ce que ça embêtait le plus, les 35 heures? Ceux qui produisaient en France. D'accord? Mais quand tu es un groupe où la France, c'est un site de production parmi le reste, tu vas compenser ailleurs. Tu vois? Quand tu vas acheter tes pièces en Turquie ou je ne sais pas où, à l'époque, ils bossaient 60 heures par semaine, les gars, hein, tu pousses les feux en Turquie, en Roumanie, en Hongrie, où tu veux, tu réduis un peu en France, tu vois, puis ça passe, crème, comme on dit aujourd'hui. Tu vois? Mais quand tu fais que de la France, là, tu t'en prends plein la figure. Donc c'est plus les ETI et les PME. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est là où ça... nous, on a dégusté le plus. D'accord. Et donc là-dessus, tu as quand même... Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tout le monde crève. Et à Paris, dans les ministères, dans les syndicats, patronaux, etc., personne n'écoute. Non, mais à partir du moment où les gens, tout va bien.
à l'époque, on écoute qui? Les gros, le 440, tout ça, mais nous, dans les PME, on ne nous écoute pas. Mais comment ça se fait? Parce que... Vous n'êtes pas représenté? J'en sais rien. Tu sais, moi, j'ai jamais été un fervent de la représentation syndicale, patronale. Moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux que je me défende moi-même, parce que ma défense à moi, c'était les combats que je menais tous les jours avec mes clients. Tu vois, voilà. Moi, je préférais faire du bon produit, montrer que se passer de mon groupe, c'était se passer de quelque chose de bien. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir, que j'ai tenu 42 ans. Tu vois. D'ailleurs, je me vante de n'avoir jamais délocalisé. Alors justement, raconte-nous ça. Jamais. T'as pas eu de tentation? T'as pas eu jamais. Des sollicitations. Attends, mais je vais vous en raconter une ou deux. Des sollicitations, mais j'en avais toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, soit direct, soit indirect. Je vais vous en raconter une. À l'époque, mon groupe, premier groupe français de fonderie d'aluminium. Et là, je ne donne pas de nom. Un responsable d'achat d'un donneur d'ordre qui fait des voitures. Il y en a beaucoup. Donc ça, des grandes marques. Mais des françaises. Et le gars me dit, Monsieur Bellitti, on va vous consulter sur une pièce, un support moteur. Ou alors voilà, il faut que je vous dise, on a un ordre, on doit maintenant acheter en Inde. Je dis, tout en Inde? Il dit, ouais, on n'a plus le droit de commander en France. Je dis, mais attendez, ça veut dire quoi que nous, ah ouais. Je le crois pas au début, je me dis c'est tellement gros que c'est pas possible. Bon, la personne insiste, on me dit non, mais on n'a pas le droit. Je rentre dans le jeu, je me dis bon, peut-être que ça va s'arranger après. Je dis bon, mais alors on fait quoi? Moi, j'ai pas d'usine en Inde. Vous voulez que je me construise une usine en Inde? Comment je vais faire? Et puis, j'ai pas envie de faire ça. Non, mais on va vous donner une liste de fonderies d'aluminium que nos experts métiers ont été audités en Inde. Et vous allez choisir un fondeur dans cette liste et vous lui demandez de faire le chiffrage et c'est vous qui vous porterez caution pour lui et vous ferez la sous-traitance pour nous. Parce qu'ils ne veulent pas acheter directement, mais il faut que le produit soit fabriqué en Inde, au prix indien, mais qu'il y a un Français quand même qui surveille que ça se passe bien. Je dis bon, ok, on y va. Alors, on a une liste de 6 ou 7 fondeurs. Moi, j'appelle mon équipe commerciale, les ingénieurs, les projets. Je dis bon les gars, qu'est-ce qui se dévoue pour aller en Inde? On veut bien y aller. On met une petite équipe commando. Je dis voilà, vous allez visiter les boîtes et puis vous revenez avec un nom. Donc, peut-être un mois après, ils reviennent, ou même avant, c'était assez rapide. Ils visitent les boîtes, ils disent voilà, celui-là, il est référencé par le constructeur. Donc on prend les contacts, évidemment, et on envoie la consultation de prix à l'Indien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une consultation de prix chez nous? On remet un prix au client. On met le prix de la valeur ajoutée, c'est-à-dire toutes les opérations en gamme, puisque notre métier se décompose en gamme opératoire. Donc, première opération, je fonds le métal, deuxième opération, je moule, etc., jusqu'à la pièce finie. Donc, c'est du temps. C'est du temps et de la matière première. Et on attend le prix indien. Et le prix indien arrive. Mais moi, en parallèle, j'avais fait faire un prix français. Il faut bien que j'ai un repère. Même si on connaît les pièces, mais d'une pièce à l'autre, ça peut changer. Et donc, je fais faire le prix par une usine qu'on avait la plus proche du lieu de livraison du client. C'est-à-dire, on avait une demi-heure. On avait la chance d'avoir une usine pas loin. Donc, je demande à l'usine de nous faire le prix. J'ai le prix indien et j'ai mon prix français de mon usine. 30% moins cher en France. Non, mais véridique, tout ce que je te dis, c'est véridique. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être moi, je dis, bon, on remet le prix indien, les gars. Et puis, on va mettre notre marge, puisque le client nous demande de faire les outillages, de l'accompagner 2-3 mois, de vérifier qu'il soit au standard qualité, de remettre à niveau, donc il faut marger un peu. Donc, je remets ce qu'on mettait à l'époque, ce qu'on appelait des frais d'approche, 8%. Donc, retiens bien les chiffres. Donc, le prix indien... 30% plus 8%. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre le prix indien à la base 100. Donc le prix indien, il est base 100, moi je suis base 70, donc je remets un prix 100 plus 8. Je remets 108 au constructeur. Le constructeur, il est content. Ouais, j'ai mon prix indien. Bon, on lui dit pas le prix français. Ouais, super, vous y allez. On a la commande, on y va. Bon, je te passe les allers-retours, les machins. Bon.
Ils produisent, ils fabriquent, on essaie de les accompagner. Puis à un moment, on dit, bon, bah, les mecs, vous vous démerdez. Hein. On n'a pas de temps à perdre de faire les allers-retours. Puis au bout de 6 mois, même personne, chez le constructeur. Ah, puis il dit, c'est une catastrophe, on n'y arrive pas, l'Indien, il est en retard, les délais, machin, tout ça. Il faut que vous récupérez les références, sinon on va rater le démarrage du moteur, le ramp-up, c'est la cata. Mais je dis, alors c'est fini là? Il dit, ouais, pour l'instant, on met entre... Bon, très bien. Bon, je vous fais un prix français alors. Oui, faites vite un prix. Bon, bah, c'est plus cher que les Indiens quand même. Ah ouais, mais c'est pas grave. J'appelle mon commercial, je lui dis, bon, là on est à 108, ah, tu mets 30% de plus. Donc on met le prix 138. Bon, donc, l'acheteur, il se prend un prix à 138, alors qu'il aurait pu se prendre 70. On est du simple au double. Oh, ça va bien. L'année était bonne alors. C'est ce que j'appelle la connerie monumentale. Voilà, le dogme. Là, tu peux pas faire mieux. Cet exemple-là, je ne veux pas te dire que je l'ai vu plusieurs fois. J'en rigole parce que ça a forgé mon expérience, tu vois. Et puis dans mes postes, j'essaie de la transmettre un peu aux jeunes, de dire, bon, il ne faut pas se laisser abattre quand même. Mais tu vois, je n'ai quand même jamais délocalisé. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai compris, parce qu'il faut le comprendre, une fois que j'ai compris, là c'est de la demande de délocalisation active. Hein. On m'a vraiment demandé d'y aller. Mais des fois, c'est plus subtil. On ne te dit pas de délocaliser, mais on te dit qu'il faut que tu baisses ton prix de 30%, ou sinon on te retire la pièce. Ça veut dire quoi? Puis on te montre quand même qu'il y a des pays où tu peux l'atteindre, ce prix. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais quand c'est ça? Bah, tu rends le moule, tu rends la pièce, et puis tu dis, j'ai pas assez de valeur ajoutée pour gagner ma vie sur cette pièce. Souvent, c'est le cas, tu vois. Souvent, c'est des équipementiers hein, qui te demandent ça. Hein. Les constructeurs étaient un peu plus responsables, tu vois. Les équipementiers, ils allaient vraiment... À la Kalachnikov, ils demandaient moins 20, moins 30. Mais toutes les semaines, les mecs, ils venaient. Hein. Moins 20, je retire le moule. Tiens, voilà ton moule. Ah bon, vous me donnez le moule? Oui, prends-le le moule. Après, non, mais finalement, on va discuter. C'est un combat de chiens en permanence. Donc, si tu es à la tête d'une boîte et puis que tu n'as pas ce qu'il faut pour tenir, bah, tu es mort. Mais ça, c'est très français, parce que moi, ce que j'entends partout, c'est que non, en Allemagne, partout. par exemple... Oui, mais tu n'as pas la même pression en Allemagne, c'est pas pareil. C'est plus les Allemands, famille, quoi. Les Allemands, ils achètent de la technique. Moi, tout ce que j'ai travaillé avec les Allemands, tu discutes le prix au départ. Ils veulent de la qualité, de la rigueur. Moi, j'ai vu les Allemands me demander des fois de produire leurs pièces dans un coin de l'atelier, dans une zone grise, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de copeaux. Mais ça, tu l'acceptes, ils le payent. Tu vois? Donc, ils achètent de la technique. Les acheteurs allemands, c'est des ingénieurs, souvent. C'est des ingénieurs, donc ils savent ce que c'est, ils ont le respect du produit. Bon, tu ne l'as pas partout. Voilà. Des fois, tu tombes. Donc en France, c'est beaucoup plus le prix. En France, c'est le prix. Quoi. Et puis la solidarité qu'on nous signale souvent entre ETI allemandes, grands groupes allemands, PME et tout. Bah non, mais ça, les Allemands, ils font attention. Non, mais quand tu vois la crise de 2008-2009, ils se sont serrés les coudes, les Allemands. Hein. Leur filière, elle n'a pas sauté. Hein. En 2009, ils se sont tous entraînés. Hein. Mais donc, pour finir, les Italiens, c'est pas pareil, c'est beaucoup de petites boîtes. Il y a des ETI en Allemagne, mais dans l'automobile, il y en a moins. Tu veux dire. Mais en Italie, excuse-moi. Mais par contre, c'est très difficile de rentrer en Italie. Moi, j'ai jamais pu bosser avec Fiat, par exemple. Fiat, Iveco, c'est impossible. Tu peux pas bosser avec eux. Bah, ils bossent avec tous les sous-traitants locaux. Il y a une vraie fidélité là-dessus. Ah bah ouais, et puis ils ont tous une petite usine. Enfin, je veux dire, bon, il y a la légende qui dit que chaque Italien a une machine dans son garage, quoi. C'est presque ça, tu vois. Tu as tout un petit réseau qui s'est structuré, parce que maintenant, qui est très solidaire. Alors je ne sais pas dans l'automobile, mais dans beaucoup de machins, ils ont des belles ETI. Bah, bien sûr. Ah bah, écoute, tu prends l'autoroute entre Milan et Venise. Tu passes par Brescia, au milieu, Vérone, tout ça. Usine, usine, usine. C'est la vallée de l'usine. T'as que ça. Des fabricants de machines, eux, ils n'ont pas loupé le virage de la machine-outil, hein, les Italiens. Ils font des machines-outils, ils font des presses, ils font des robots, et ils font de la matière première. Ah ouais. Rien qu'en aluminium, c'est eux qui ont les plus gros fabricants d'affinage. Ils n'ont pas bazardé Péchinet, non, ils n'ont pas. Ils ont gardé plein de choses. Donc tu vois, pour finir, donc pourquoi j'ai pas délocalisé? Parce que on a vite compris. Quand on a senti que ça a commencé à se durcir, moi j'ai dit aux équipes, les gars, on va arrêter de prendre des pièces où il n'y a pas de valeur ajoutée, on va foncer sur les pièces à valeur ajoutée. Donc ça va nous obliger à être un peu plus intelligents. On va arrêter d'être fondeur et on va être petit équipementier.
C'est-à-dire qu'on va utiliser la fonderie, l'usinage, l'assemblage pour proposer un produit. Et là, tu avais combien de monde à l'époque? À l'époque, on a fait ça. Tu sais, le groupe, il a grossi assez vite. On était 500, on est passé de 500 à 2500. À un moment, quand on était 2000, 2500, on était structuré. J'avais le bureau d'études qu'il fallait, donc on pouvait y aller. Donc, si tu veux, pour ne pas délocaliser, moi, j'ai pris des pièces à forte valeur ajoutée, j'ai augmenté le contenu de valeur ajoutée, donc je rajoutais de l'usinage. Donc le fondeur n'était pas usineur, on a acheté des machines d'usinage, on a appris l'usinage. On n'était pas assembleur, on a appris à assembler, tu vois. Et tu as racheté un peu des boîtes, un peu de croissance externe? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Là, j'ai racheté des concurrents. Enfin, quand je dis que je les ai rachetés, c'est les constructeurs qui nous ont poussés à les racheter. Parce qu'ils étaient en mauvais état? Non, mais c'est pas ça, ils étaient tellement plantés, oui. Ils avaient tellement de références dans certaines boîtes, ils n'ont pas vu venir. Là, moi, j'ai racheté une boîte, c'était un fonds de pension suisse qui les avait, les fameux Manzoni, quoi. Donc la boîte, c'est se casser la gueule. On sortait plus une voiture Peugeot, Renault et Citroën, en France, en 2007. Il n'y avait plus rien. Donc on est convoqué chez les constructeurs à la direction des achats, moi et mon président de l'EFA. Enfin, je n'étais pas président, j'étais directeur général, mais lui, était le président actionnaire. À Noël, avant Noël, par les deux, c'était Peugeot et Renault, enfin les groupes, et qui nous disent, Monsieur Veliti, cette boîte-là, il faut nous la reprendre. Mais elle est 3 fois plus grosse que nous, on s'en fout. Aujourd'hui, vous savez faire, vous gagnez de l'argent, c'est vous. Et c'est comme ça qu'on est devenu number one. Et eux, ils ne savaient pas faire parce que baisse de productivité. Ils ne savaient pas faire parce qu'ils ont racheté une famille, tout simplement, la famille Manzoni. Alors, le fonds, là je te parle du fonds qui s'est cassé la gueule. Donc famille Manzoni. Ils sont partis, ils ont vendu, ils sont partis. Ils n'ont pas trouvé un repreneur dans leur famille, non. Ils n'ont pas transmis. Non, parce qu'à l'époque, familialement, je pense que, je ne connais pas l'histoire dans les détails, mais je pense que le père était déjà en âge très très avancé, plus de 80 ans, et quand il s'est retourné, ses fils étaient déjà à l'âge de la retraite, quoi. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Et les gars, vous reprenez? Non, papa, on va à la retraite. Oui, c'est vrai, le temps a passé vite. Là, ils veulent de la monnaie. Donc il y a un fonds qui arrive, qui n'est pas loin, Genève, il met de l'argent, puis le fonds, il croit qu'il va gérer de la fonderie, un fonds, tu sais ce que c'est, ils mettent du textile, du machin, mais c'est des métiers complètement différents, je veux dire. Si tu ne sais pas faire de la fonderie, tu ne vas pas en faire. Et c'était la grande époque des MBO, la grande époque des du LBO, levier sur dette. Tout ça fait par LBO. C'est quoi un LBO? Ça veut dire qu'il faut que la bête crache pour rembourser ta dette. LBO, c'est le fait de faire un effet de levier avec leverage buyout. Alors il y a LBO, il y a aussi AOBO, Owner Buyout, tu as aussi des patrons qui ont racheté leur propre boîte. Alors ça, tu peux peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas la mécanique. La mécanique du LBO, elle est connue, c'est-à-dire qu'en fait, déjà il faut que tu vois une cible, donc un fonds par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds? Alors on dit un fonds, c'est toujours un gestionnaire de fonds en fait, c'est pas le fonds lui-même. Donc le gestionnaire de fonds, lui, il gère des fonds. On lui confie de l'argent, qui va être pour payer les retraites de l'armée turque, des Texans, de l'Arizona, enfin, tous ceux qui placent leur retraite là-dedans. Parce que nous, on ne sait pas le faire. Donc là, ils ont des masses d'argent qui arrivent, seulement, il faut que ça rapporte. Parce qu'il faut les payer, les retraités. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gestionnaires, et puis ils ont des gars qu'ils essayent de recruter pour voir s'ils connaissent un peu les secteurs. Donc ils vont chercher des secteurs où il peut y avoir une rentabilité facile. Donc soit la rentabilité facile, c'est-à-dire c'est du retournement, donc ils vont racheter des boîtes qui ne vont pas bien, et ils espèrent les retourner pour les revendre 3-5 ans après. Les retourner, c'est-à-dire faire ce qu'elles aillent bien, et puis qu'elles aillent bien en mettant le minimum d'argent, mais parce que, tu vois, parce qu'elles les rachètent à la barre du tribunal, elles ne les payent pas. Donc si tu reprends une boîte qui avait 50 millions de dettes, tu la reprends 100 000 balles, c'est bon, quoi. Tu fais du résultat immédiatement, mais après, il faut les vendre, il faut les redresser. Donc c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de fonds qui ont cru que ça allait se faire tout seul. Donc ils mettaient des fois à la tête des managers un peu de transition qui arrivaient mais qui ne connaissaient pas le métier. Donc il y a des métiers où ça passe, mais le métier de la fonderie, de l'équipement automobile, c'est très particulier. Donc dans le cas de Manzoni, par exemple, que nous on a repris, c'était une grosse reprise qu'on a fait dans ma carrière, c'est ça qui nous a fait devenir numéro 1. Là on a repris après un fonds qui a gardé la boîte 2 ou 3 ans, puis qui s'est rendu compte qu'il ne savait pas gérer la boîte. C'est ça le problème de la France, c'est qu'on n'est pas foutu d'avoir des mecs
des professionnels, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de capitaux, ou ils ne sont pas épaulés, ils ne savent pas reprendre ces boîtes, quoi. C'est ça le problème. Et moi, je me suis battu toute ma vie contre ça. Bon, et je suis heureux d'avoir été dans un groupe où on savait faire de la croissance externe. Et alors, comment t'expliques que ces boîtes-là, parce que bon, j'ai bien compris, il y a une partie des ETI qui se mettent sur le flanc avec les 35 heures. Mais toutes ces boîtes qui se vendent à des fonds, pourquoi est-ce qu'il y a plus de ventes à des fonds en France qu'en Allemagne ou en Italie? Ça se transmet moins bien ça... Non, mais c'est parce qu'en Allemagne, c'est les familles. Enfin, les boîtes, elles sont tenues. Si tu veux, tu prends n'importe quel ETI. Enfin, de toute façon, en Allemagne, tu n'as que des ETI. Tu prends ta voiture en Allemagne, tu traverses la frontière, tu vas, mettons, je sais pas moi, de la frontière entre Strasbourg et puis tu vas jusqu'à Munich. Une usine, un village, une usine, un village. Et puis les usines, c'est des noms que tu vois, quoi. Tu vois, moi j'ai été frappé de voir ça, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc, c'est une densité. Ah mais oui, mais les familles se passent, se les repassent. C'est pas la même fiscalité, évidemment, dans la transmission, que ce soit en Allemagne ou en Italie. Hein. Oui, c'est 0, je crois. Bah oui. Là en France, c'est Pacte Dutreil, enfin... Si tu n'as pas 4 avocats pour t'expliquer ça, tu ne sais pas. Et encore, il y a le pacte Dutreil, parce que pendant un temps, il n'y a pas eu. Oui, ben je sais, il n'y a pas eu. Et puis là, en ce moment, même, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui nous prépare aussi avec ça. Mais... Oui, donc en gros, peut-être un petit point là-dessus, parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Il y a quand même une méconnaissance de l'impact de la fiscalité sur l'état des entreprises. Bien sûr. Donc en gros, est-ce que tu peux nous dire, quel est ton sentiment ? Pourquoi est-ce que tu dis, finalement c'est bien, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas d'impôt. C'est quoi l'impact entre une transmission en Allemagne versus une transmission en France ? C'est que moi, si je suis le fils d'un patron qui a créé sa boîte et que je veux la reprendre, je vais la reprendre. Et mon père me dira, bravo. Je fais la même chose en France. C'est tellement complexe, ça va me coûter tellement d'argent à moi et à lui, que lui va dire, attends fiston, je vais vendre et je te donnerai l'argent, puis tu iras t'amuser avec ça. Ou tu iras acheter une petite boîte. Et alors, imaginons que je sois un fou furieux et que je dise, moi je veux reprendre la boîte de papa. Donc, j'ai une fiscalité importante. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais endetter la boîte pour payer le... Exactement. Comme une transmission patrimoniale. Si aujourd'hui, tes ascendants n'ont pas prévu pour toi une assurance vie qui va payer tes droits de donation, s'ils n'ont pas prévu la SCI patrimoniale immobilière qui va bien, s'ils n'ont pas fait nue propriété, machin, tout ça, alors tu vas t'en prendre plein la gueule. Que ça soit pour toi ou pour une boîte. Oui, parce que j'allais dire après que personnellement j'ai moins d'argent, ça me rend très triste, mais il y a plein de gens qui s'en foutent. Mais bien sûr. Par contre, l'entreprise, si je dis je vais quand même la récupérer, elle s'endette. Elle s'endette. Ça peut être... tu lui mets des boulets. Voilà, ça peut être 20%, bien sûr, 30% de sa valeur. Tu vas lui créer des boulets. Tu vas lui créer des boulets supplémentaires, donc, en plus de ce qu'elle a déjà. Donc pendant qu'elle rembourse, elle ne peut pas investir. Absolument pas. Et donc 10 ans après, elle a sous-investi. Bien sûr. Et elle est nettoyée. Voilà, exactement. C'est une charge totalement improductive. Que tu t'endettes pour investir, c'est formidable. Mais que tu t'endettes pour payer une transmission, qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise ? Rien. C'est improductif. Et ça, parce que tu as côtoyé quand même quelques politiques, quand tu dis ce genre de truc à un ministre, à un député, etc., ils comprennent pas. Le temps qu'ils ont compris, ils ont changé. Ils sont mutés, quoi. Ils ont changé de job. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, sans vouloir faire de politique fiction ou de choses comme ça, sans vouloir faire du côté bashing facile, parce que on peut critiquer très facilement, mais j'imagine que c'est compliqué aussi d'être à leur place avec tout l'historique de la France et tout ce qui s'est passé. Mais on n'est pas organisé comme il faut, quoi. On n'est pas organisé, si tu veux. Aujourd'hui, on devrait choisir les sujets qui doivent emmener les Français vers un grand objectif. Quels sont les sujets aujourd'hui qui sont structurants pour la France ? Tu peux prendre le sujet comme tu veux. Il faut créer de la richesse. On est d'accord. Quand le Premier ministre dit on ne travaille pas assez, qu'est-ce qu'il dit ? On ne crée pas assez de richesse, c'est ça qu'il veut dire. D'accord ? Quand on dit qu'on a un problème de retraite, c'est quoi ? On ne crée pas assez de richesse. Parce que la richesse sert à payer
les retraites. Donc tu reviens toujours au même problème, création de richesse. Donc tu reviens à l'industrie. Quand on regarde, après la Deuxième Guerre mondiale, les pays qui ont perdu la guerre, ils sont ravagés. En Allemagne, il n'y a plus rien qui tient debout. Il y a beaucoup de villes. Au Japon, pareil. Plan Marshall. On reconstruit les usines allemandes. Alors, plan Marshall, donc c'est énormément de dettes proposées, en tout cas des prêts proposés par les Américains pour redresser les pays, pour éviter notamment que le communisme s'installe. Et c'est pour faire une zone tampon, l'Allemagne étant la zone tampon entre le rideau de l'Est et la zone occidentale. C'est clair, c'est pas des Samaritains, ils n'ont pas fait ça comme ça, ils ont fait parce qu'il fallait vite reconstruire l'Allemagne. Donc l'Allemagne se reconstruit, s'enrichit, et dans les années 60-70, elle a déjà une industrie qui tient la route, quoi. Ça va vite, pourquoi? Parce qu'elle part sur des entreprises qui existaient, il y a tout un savoir-faire, etc. Et en plus, du coup, comme tout était rasé, ça veut dire machine neuve. Tout neuf. Tout neuf. Tout neuf. Locomotive neuve, enfin bon, moi t'es féru d'histoire, moi j'aime bien l'histoire aussi. Bon, on a tous vu des photos de machines fabriquées aux États-Unis, des locomotives qui arrivaient par dizaines. En France, il n'y a pas grand-chose qui est détruit. Il y a des destructions qui sont surtout dues à la libération. Donc il y a beaucoup de villes en Normandie, les ports, Royan, enfin Le Havre. C'est détruit plus par la libération et surtout les villes. Hein. L'industrie est debout à peu près, mais on n'avait pas une réputation d'industriel forcené quand même, avant-guerre. Hein. Donc finalement, on se retrouve à... On continue, tu vois. Il faut attendre l'arrivée de Gaulle. Oui, parce qu'il y a quand même un plan Marshall. Ah, il y a un plan Marshall pour la France aussi. Pour la France aussi. Oui, Par contre, si j'ai bonne mémoire, mais il est même... il est assez largement consommé par les guerres de décolonisation. Oui, exactement. Non, mais je crois que j'ai même lu que les masses d'argent du plan Marshall français étaient même supérieures aux allemandes. Oui. Mais comme tu dis, elles n'ont pas été consommées à bon escient. L'Indochine, ça coûte quasiment le plan Marshall, enfin un gros bout du plan Marshall. Évidemment. Ouais. De toute façon, à partir de là, on se paye l'Indochine. Après, on se paye les deux protectorats, la Tunisie et le Maroc en 1956. Bon, après la guerre d'Algérie, bien sûr. Et puis on se paye toute l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale. Hein. Et là, c'est ça, 58 à 62. Hein. Bon. Les Allemands, ils n'avaient pas ce problème. Les Allemands, ils n'avaient qu'à reconstruire chez eux. Hein. Donc, nous, on sort de là, il faut attendre que De Gaulle arrive, et là, on lance les plans. Donc ça veut dire qu'on prend du retard avant l'arrivée de De Gaulle. C'est-à-dire que la 4e République, c'est pas une république d'industrie. Non, il y a, mais c'est pas ça. Le vrai plan, il est arrivé avec De Gaulle. Voilà. De Gaulle et Pompidou. Hein. Et là, on fabrique des choses. Voilà. Si tu te rappelles bien, l'industrie française automobile d'après-guerre, bon, nous, c'est la 4 chevaux. Il faut attendre les années 60 pour qu'on commence à avoir des voitures Peugeot, tu vois, la 203, 403. Bon, ça commence à être un peu sérieux. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. On a un décrochage. On ne sait pas. Ça arrive quand? 74, 80 Là, les Allemands, ils partent sur 6 millions de voitures par an. Nous, on plafonne à 3 millions. La moitié, quand même. Hein. Et puis là, maintenant, je ne sais même pas si on a 1 million, quoi, tu vois. Donc ça commence dès le choc pétrolier, dès Giscard. Mais comme je te dis, quand je suis rentré en 82, en tant qu'ingénieur, on n'a pas ce sentiment de désindustrialisation. Personne n'en parle. On est dans pleine industrie. Tu vois, on est à fond, quoi. Je veux dire, il y a des usines partout. On est fiers, tu vois. On peut trouver du boulot partout. Alors justement, la fierté, ça c'est un sujet parce que à chaque fois que j'interroge un industriel, ils me parlent de fierté, ils me disent que ces équipes sont fières. Ils ont plein d'exemples comme ceux que tu as donnés, c'est-à-dire d'avoir parfois des messages difficiles à faire passer, qui sont très bien compris par les ouvriers, par les syndicats, par les ingénieurs, par tout le monde. Et quand on écoute un petit peu Radio Paris à l'époque, ou dans les grandes métropoles, dans les petits cercles d'élite, etc., l'industrie, c'est déjà quelque chose... Alors, pas sous Pompidou, naturellement, peut-être déjà sous Giscard, et en tout cas après,
où c'est quand même un lieu d'exploitation, où c'est pas bien. Donc on sent un décrochage, en tout cas, pas un décrochage, mais une vision très différente des gens qui sont dans les usines et qui sont fiers, et qui travaillent bien, et qui se comparent aux meilleurs du monde. Bien sûr. Et en haut, on dit « Ah, c'est des pauvres gens ». Bah oui, mais ça tu l'as senti Comment ça se... On le sent, parce que on le sent à l'école déjà. Tu vois ce que tu dis, c'est très marrant. Ce matin, je parlais avec un ami. Et bon, il me parlait je ne sais plus, de ses petits-enfants ou de ses neveux. Et puis je lui dis, ça va ton neveu? Il me dit, ouais, mais à l'école, il est en seconde. Et puis, ah bon, c'est bien, il n'est pas en retard. Je lui dis, non, ouais, mais s'il continue comme ça, à la fin de l'année, il l'envoie sur la voie industrielle. Je lui dis, quoi? C'est quoi le problème? Tu te rends compte? Après, il me dit, non, mais peut-être pas industriel, mais technique. Je lui dis, mais c'est pareil. On en est encore là. On a des enfants de seconde à qui on dit, si tu n'es pas bon en maths, tu vas faire de la technique et de l'industrie. Donc comment veux-tu qu'on attire des industriels aujourd'hui? Alors que l'industrie, c'est au contraire ça demande de la rigueur, du professionnalisme, de la transparence, de l'efficacité. Bon sang, c'est-à-dire, c'est des valeurs de base, tu vois. On va en faire quoi, tous ces gamins-là? Donc voilà, tu vois, l'état d'esprit n'a pas changé. Ça, tu penses, ça commence quand? Après Pompidou? Moi, je vais te dire, moi, quand j'étais à l'école, déjà à l'école, les mauvais élèves, on les envoyait, on appelait ça les classes de transition, et puis ça terminait, tu vas faire un bac professionnel. Et aujourd'hui, tu as des plombiers qui gagnent plus que ouais, mais il y avait quand même, il y avait encore cette culture de l'ingénierie, et puis les ingénieurs à l'époque, ils allaient déjà dans la finance. Il y avait les deux. Alors, si tu reviens à la fierté, la fierté des gens, tu vois, que ce soit des ouvriers, des ingénieurs, elle est due justement au sentiment que justement le manager va arriver à leur insuffler. Moi justement, j'avais lu un de tes posts LinkedIn où tu racontais que tous les jours, il faut se déplacer, il faut regarder parce que les gens ont peur, parce que les gens se demandent. Non mais le rôle du manager, c'est pas que de commander. Le manager, pour moi, c'est un phare. C'est le phare d'Alexandrie. On le voit de très loin. Donc tu passes dans l'atelier. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Quand j'ai fait du management, j'ai appris ça chez Renault. C'est les premières choses qu'on t'apprend. Que tu prends des cours de management chez Renault. Et on te dit, quand tu traverses l'atelier, tu as autant de perdus que tu peux imaginer. Tout le monde te regarde quand tu es un manager. Toi, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. En fonction de la tête que tu vas avoir, leur moral, il va être en haut ou en bas. Donc si tu sors de ton bureau, que tu viens d'avoir un coup de téléphone d'un client qui te dit que tu as perdu un marché, ou qui vient de t'engueuler parce que tu as fait des défauts, ça, tu le laisses dans ton bureau. Et tu traverses ton atelier. Avec le sourire. Avec le sourire. Et tu serres les louches surtout. Et tu serres les mains. Voilà. Si tu montres la moindre inquiétude, c'est mort. Parce que les gars, ils vont le voir instantanément. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est des règles de base. Tu vois, moi, j'ai toujours dit ça à mes équipes. Les règles de base, c'est vous engueulez jamais quelqu'un devant les autres. Alors là, moi, je vais venir vous engueuler vous allez voir, ça va vous faire drôle. Donc jamais. Donc vous le prenez dans votre bureau, vous lui dites ce que vous avez à lui dire, en bien ou en mal. Et surtout, vous avez un visage, voilà. Les rumeurs. Tu as une rumeur, tu la coupes tout de suite. Tu connais l'adage. La rumeur prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est plus lent, mais quand elle arrive, ouf. Voilà. Une fois, dans une des boîtes que je redressais, on avait 3 départements. Et il y avait un département, il ne gagnait rien. Mais quand je dis rien, il fallait le couper, il fallait le fermer. On fabriquait du zinc à l'époque. Et à force d'en parler, tout ça, les gens, ils voyaient bien que ça allait mal finir pour eux. Et un jour, mais vraiment la rumeur gonfle, tu vois. Et on avait tellement de boulot dans les autres divisions que je recasais l'intégralité des gens. Donc moi, dans mon esprit, je me disais, mais il n'y a aucun souci, tu vois. Après, je me suis dit, mais eux, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils pensent qu'on va les virer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et la fermeture de ce département devait s'étaler sur 3 ans. Donc c'était pas pour demain, mais je me suis dit, alors, si j'ai 3 ans de rumeur, j'ai convoqué, ils étaient 2, les 2 patrons de l'atelier, qui étaient bien au courant de la rumeur.
Je leur ai dit, bon les gars, non, voilà, tel jour, telle heure, on ne fera plus cette activité. 2 ans. Ah ouais, merci de nous le dire, M. Beatty. Et vous, voilà votre nouveau boulot. Tout de suite, je leur ai dit. Vous allez faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Maintenant, vous allez pouvoir le dire à tout le monde. Tout le monde sera recasé. Il n'y avait plus de rumeurs. Alors, ce que je faisais aussi, puisqu'on est toujours dans le management, moi j'avais une pratique. Alors, bon, quand j'avais pas beaucoup d'usines, je le faisais plus souvent, puis après, mais j'ai essayé quand même de le faire. Tu as eu combien d'usines? Jusqu'à combien d'usines? J'ai eu jusqu'à 9 usines à un moment. Donc 9 usines, tu rentres le vendredi soir à 3h du matin chez toi, tu dors. T'es rincé. Tu fais 80 000 bandes par an. Hein. Moi, je l'ai fait pendant des années. Mais il y a comme ça que ça marche. Le télétravail, c'est même pas la peine d'imaginer. Hein. Et puis moi, j'aime bien toucher les gens, quoi. Il faut que je les sente, il faut que je les vois. Donc, en fait, ce que je faisais quand j'allais dans l'usine, j'arrivais la veille. L'équipe de nuit, tu fais l'équipe de nuit, tu es au courant de tout. Tu sais si la boîte, elle marche, tu sais tout. Tu n'as pas besoin de voir le reporting le lendemain. Tu vois le comportement des mecs la nuit. Pourquoi? Parce que tu as le climat social. Parce que les gars de nuit, c'est des gars, des gars, il y a des hommes et des femmes, hein, ils ont choisi la nuit. Parce que la nuit, on essaie d'avoir toujours les mêmes personnes la nuit, hein, pour que physiologiquement, ils ne soient pas dépaysés. Donc ils ont choisi. Ils travaillent de 21h à 5h du matin. Voilà. Toute l'année. Donc ils sont organisés comme ça, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Donc ce sont des gens démerdes. Démerdes, c'est-à-dire, ils réparent souvent les emmerdes qui ont été faites dans la journée. Donc il faut aller les voir. Parce que si tu ne vas pas les voir, on existe, nous, alors. Donc moi, j'allais les voir. Ils étaient vachement contents. J'allais même les voir des fois plus que leur directeur. Je disais au directeur, ça fait longtemps que tu n'as pas été en usine. Je devais y aller. Bon, il faut y aller. Donc les gars, ils étaient contents, puis ils te racontent tout. Ils te racontent ce qui se passe, parce qu'ils savent tout ce qui se passe dans l'usine, tu vois. Donc déjà, tu sais ce qui s'est passé, tu sais s'il y a eu des rebuts, tu sais s'il y a eu des pannes. Tu as déjà l'information. Ça fait que le lendemain, en reporting, quand tu as tous les cadres qui te montrent des tableaux où ça va dans le bon sens, attendez, on va creuser pour voir si c'est vrai. Bon, et puis quand tu as un peu l'œil averti, tu te promènes dans l'atelier même en journée, tu vois tout de suite, voilà, si tu vois beaucoup de monde dans les allées, c'est que ton usine perd de l'argent. Et je ferme la parenthèse de ce que je te disais, moi je faisais des grandes réunions avec l'ensemble des salariés. Même dans les usines de 500 personnes, je me tapais 5 réunions de 100 personnes. Parce que je voulais voir l'ensemble. Donc je commençais à 7h du mat, et je finissais à 21h pour l'équipe de nuit. Ça te donne ce que tu as appelé l'ambiance sociale, qui t'a permis notamment de traverser 35 heures. Bien sûr. Mais cette culture-là, parce que moi j'entends souvent aussi que parfois en France, on a un management qui est un peu en retard par rapport à d'autres pays, c'est un peu stéréotypé. C'est quoi ton avis, toi? Non, mais tout ça, c'est... Tu dis c'est partout tout pareil? Ça, c'est personnel, c'est personnel. Moi, j'ai vu des super bons managers, comme j'en ai vu des très mauvais, je veux dire. Mais partout, c'est le cas, il n'y a pas d'école de management. C'est l'école de la vie, c'est l'école de la vie, tu n'as pas d'école. Tu vois, demain, je voudrais créer une école de management, je leur raconterai ça aux gars. Je prendrai les jeunes, je leur dirai, je vais vous mettre en situation. Donc il n'y a pas une spécificité française, pas française, ou je sais pas quoi? Non, pour moi, non. Non, ce qui est la spécificité française, sont les relations sociales. Ça, c'est une spécificité française. Les relations sociales aujourd'hui, telles que je les ai connues, étaient trop tendues. Tu vois, on ne peut pas être à front comme ça en permanence avec des syndicats quand tu es dans une boîte où toi tu vas te battre contre des pays qui sont beaucoup moins chers que toi. Donc si tu n'es pas capable de l'expliquer à tes organisations syndicales que tu te bats contre ça, tu as perdu. Si tu es professionnel, transparent, audacieux. C'est quoi l'audace? C'est d'aller chercher des produits qu'on ne sait pas faire. C'est de dire demain, les mecs, il nous faut plus de valeur ajoutée, il faut faire le produit que vous n'avez pas encore imaginé. Intègre, qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon là, il faut que les gars, il faut qu'ils le savent. Hein, quand tu te promènes dans des usines de 500 personnes, si tu commences à avoir du coulage ou de la perte, c'est pas bon. Donc, oui, ça c'est il faut mettre des règles. Ouais. Voilà, donc on tape pas dans les pièces, on tape pas dans la caisse ni dans les pièces. Bon. Voilà. À ce moment-là, tes valeurs, elles fonctionnent bien. Alors un jour, je suis dans un autre groupe, mais là j'étais plus jeune, mais je commence à être expérimenté quand même. Et là,
j'avais un gars, mais alors, un emmerdeur, jamais vu. Mais un type marrant en plus, tu vois. L'emmerdeur marrant, sympathique mais marrant. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, il fait sortir les mecs. Il fait sortir, ça veut dire? Grève. Ouais. Il fait sortir. Grève, ouais, augmentation, d'augmentation, blablabla. Donc j'arrive, on discute, machin, et puis moi je suis intransigeant. Je dis, bon les gars, faut pas exagérer, je vous donne ça, mais je peux pas vous donner ça. C'est le début des productivités. Ils sortent. Et la grève dure. Alors tu sais, il y a des règles dans la grève. Ça. Si au bout de 3 jours, c'est pas réglé, ça peut durer 7 jours. Après, ça peut durer 3 semaines. Donc tu as intérêt à arrêter la grève par palier. Au bout de 3 jours, ça continue. Puis alors là, évidemment, les clients appellent. Qu'est-ce qui se passe, BIT? Faire reprendre le boulot, pas possible. Alors eux, ils s'en foutent. Hein. Tu peux lâcher 10% d'augmentation à tes mecs, c'est pas leur problème. Hein. Ils vont continuer à te demander de la productivité, hein, mais toi, tu peux augmenter tes coûts, ils s'en foutent. Hein. Du moment, ils veulent leurs pièces. Et là, je vois débarquer les émissaires, parce que dans chaque constructeur, à une époque, avait un petit peu leurs services spéciaux qui règlent les grèves. Tu vois, les mecs qui viennent voir pourquoi il y a un conflit. Bon, je les connaissais un peu, les gars, donc ils viennent, je leur explique, ils me disent, ouais, on ne peut pas sortir les pièces. Alors les mecs, ils nous font péter un mur dans les stocks, enfin tout le monde le voit, enfin c'est un bazar, bon bref. Donc ça s'envenime. Au bout de plusieurs jours, j'avais les clients sur le dos, tout le monde était crevé, les cadres, je voyais que ça commençait même à se taper dessus par moments. Et je vois arriver le délégué syndical, et il voit que je ne vais pas bouger. Il me dit, ouais, mais j'ai bien compris que vous n'allez pas lâcher, mais je ne peux pas les faire reprendre. Je lui dis, vous vous démerdez, vous avez fait sortir. Il dit, non, mais ils reprendront s'ils voient les képis. Je dis, quoi, vous voulez que je fasse intervenir les CRS? Il dit, ouais. Véridique, hein. Le mec demande, le délégué syndical me demande de faire intervenir. Alors, via le constructeur qui était là, on venait aux pièces, qui lui avait les réseaux préfectoraux, je lui dis, écoutez, appelez la préfecture et faites ce qu'il faut, parce que là, s'ils voient un escadron de CRS, ils vont reprendre. Bon, il y aura peut-être un peu d'échauffourée, mais ça reprendra dans l'heure. C'est l'amour de la fanfare. C'est ça, ouais, exactement. Et alors le gars, il appelle le préfet, et le préfet qui m'appelle, bon, monsieur Bétier, bon, d'accord. Bon, ok, bon, très bien. Et il me dit rien. Donc je sais pas quoi. Je continue mes négociations, parce que toutes les heures, on se voit, on fait des réunions. Et à un moment, paf, je suis en négociation, coup de téléphone, c'est le sous-préfet d'Argentan, puisque c'était Argentan. Monsieur Bellitti, faut que vous veniez avec vos cadres principaux à la sous-préfecture, avec votre directeur, LDRH. Je dis, bah pourquoi? Bah venez. On y va. Il me dit, voilà, l'intervention, là, ils sont en route. Donc il vaut mieux pas que vous soyez sur place. Bon, d'accord. Je me suis dit, dans quelle merde on s'est foutu. Je me dis que quand je vais revenir, on va se prendre des pavés de partout. Alors, et on assiste à l'intervention par le talkie-walkie du sous-préfet, qui est en relation avec le préfet et en relation avec le commandant des CRS, tu vois. Puis alors, et puis il y avait un journaliste qui les suivait donc par la radio, parce que bon, ça avait fait du bruit la grève. Hein. Le journaliste dit, ouais, on voit les préfets, ils sont en train de traverser la forêt de Gouffern, machin, ils arrivent. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et puis alors, ils arrivent, donc nous on est planqués à la sous-préfecture, ils arrivent et puis on voit le directeur de la sécurité civile départementale, enfin c'est les règles, hein. Il prend son porte-voix, donc nom de la loi, enfin je sais pas ce qu'il raconte, on vous demande de bien vouloir évacuer, alors tout le monde, ouais, ça gueule, et puis au bout de 10 minutes, les mecs ils se barrent. Les CRS, ils ont fait voltiger tout le monde, mais enfin à l'amiable, hein, il n'y a pas eu de gaz ni rien du tout, et donc les cadres qui s'étaient préparés réoccupent l'usine, tu vois. Et c'est là où, c'est ça qui est formidable dans l'inconscient, si tu veux, des ouvriers. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est les ouvriers. C'est binaire, tu vois ce que je veux dire? Une fois que c'est fini, tu vois. Avant, on est en grève, on râle, on n'est pas content. Après, qu'on ait obtenu ou pas, mais on a compris qu'il faut reprendre, ils reprennent le boulot. Et donc, moi, je m'attendais à une crise, puis je voyais les mecs, bon, c'est BIT, c'était dur, hein, mais... Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, tu vois. Donc, ça, si t'as pas vécu ça, tu connais pas les... Comme au rugby, quoi. Tu connais pas le comportement des mecs, tu vois. Moi, mon rêve, hein, ça aurait été d'avoir, si tu veux, je m'en fous d'appeler ça un ministère ou ce qu'on veut, une structure de l'industrie en France, de long terme, tu vois,
qu'on ait des gens qui On avait le plan avant. Oui, ben voilà, non, mais des gens qui sont là pour 10 ans et qui disent, nous, on reste jusqu'à ce que comme on soit là. La banque centrale, le machin, c'est en dehors du pouvoir. On reste jusque-là. Quand on sera à 15-20%, c'est bon, on a fait notre boulot et déconnez pas, maintenant, tu vois. Et là, on met toutes les forces vives. Et les forces vives, c'est pas que les petits mecs des cabinets et les mecs de com, c'est des gens d'expérience, tu vois. Moi, je veux pas dire que je rêverais de participer à un truc comme ça, parce qu'on va dire, ah ben dis non. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois, voilà, tu vois, même former des jeunes, tu vois, dans les cabinets, je peux te dire que même j'ai même formé à la fonderie des jeunes conseillers de ministère. Justement, je te l'avais dit. Tes relations avec les politiques. Bah écoute, moi elles ont démarré quand bon, j'ai commencé à prendre des fonctions de manager, bien sûr. Dès que j'étais dans des usines qui avaient des poids économiques assez importants, automatiquement j'étais sollicité par des députés, des sénateurs, donc des préfets évidemment. Ça, les premières personnes que je voyais, c'était les préfets. Bah il faut, c'est une obligation. C'est une obligation parce que tes usines, elles sont suivies en termes de sécurité, d'environnement, donc tu es obligé d'avoir des échanges, c'est tout à fait normal. Et puis c'est bien, c'est un bon relais comme ça. Donc c'est d'abord par eux qu'on remonte nos problèmes. Hein. Tu sais, quand on dit, mais alors vous ne remontez pas vos problèmes, si, on les remonte toujours, mais par eux. Mais un préfet, qu'est-ce que tu veux qu'il remonte? Il est écouté, il n'est pas écouté. Un député, qu'est-ce que tu veux qu'il remonte quand il ne connaît rien à ton métier? Ah oui, je vous comprends, je vous écoute. Ouais, d'accord, mais après, on fait quoi? Et tu vois une évolution, justement, en matière de qualité politique? Non, là, en ce moment, c'est pas... Oui, tu vois une évolution par le bas. Oh bah non, là, oui. Là, franchement, je vois pas... quand je vois les commissions, là, quand je vois les questions posées dans les commissions, quand je vois le pauvre Olivier Luanzi, les gens qui avaient en face de lui... Alors oui, donc, pour te dire, alors après, j'ai été... après, dans les années 2000-2004, j'ai été un peu repéré par le ministère de l'Industrie et la DGE parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il pouvait y avoir au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg des bois des industries. Le mec, il me l'a dit vraiment. Il m'a dit, on pensait que c'était au nord de cette île. Je dis, non, il y en a beaucoup au sud, hein, dont l'aéronautique. Il m'a dit, oh, je viens vous voir. Donc le gars, je l'invite, il vient me voir. C'était un copain après. Hein. Mais c'est formidable. Et c'est là que je lui raconte les 35 heures, l'intéressement, le machin, la valeur ajoutée, les automatisations. Et je lui dis, vous savez, aujourd'hui, regardez avec les nouveaux chantiers que je prends, une pièce à forte valeur ajoutée, la masse salariale directe, elle n'est même pas à 10% de la valeur de la pièce. Donc pourquoi je vais délocaliser? Pour gagner quoi? 1% que je repère dans logistique et en qualité. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'on a tenu. Hein. Chercher les bons produits, la valeur ajoutée, et on automatise. Le gars me dit, ah, c'est formidable. Il m'avait invité justement à un colloque où je devais prêcher cet exemple-là. Voilà. Expliquer un peu ce que tu faisais. Ouais, c'était dans les années 2004. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été intégré au comité stratégique de l'automobile. C'est quoi ça? Eh bien, quand on a eu la crise des subprimes en 2007, donc tout le monde s'en souvient, Lehman Brothers en mois de septembre 2007, c'est l'effondrement. Et donc ça arrive en Europe un an après. Hein? Crise financière mondiale. Crise financière mondiale, mais qui met un an quand même, hein, le temps que ça remonte au cerveau. Et là, on arrive en 2008. Alors nous, on fait énormément de chiffre d'affaires, puisqu'on vient de faire notre croissance externe, on est fort. Et puis là, boum, les constructeurs nous disent, les gars, et on voit les carnets de commandes qui baissent. 10, 20, 30, 40. Et de mémoire, à l'époque, tu vois, je facturais 35 millions d'euros en juin-juillet 2008, et en décembre, je facturais 5 millions. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux réagir? Tu subis. Alors, celui qui n'a pas de réserve, celui qui n'a pas une boîte où il y a un peu de trésorerie, il est mort immédiatement. C'est la mort subite. Hein. Et là, je suis en train justement, au mois de novembre 2008, de dire à mon encadrement, les gars, voilà ce qui nous arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on va sortir. Pour l'instant, on gère la baisse. Donc faites-moi un inventaire de vos carnets de commandes, faites-moi un inventaire de ce qu'il faut faire, prenez des mesures, on va en parler. Coup de téléphone, je me rappelle, j'étais en réunion avec tous les directeurs de toutes les usines, c'était à Figeac, parce que j'avais une usine en Aveyron. Et je tombe sur mon gars là, que je connaissais, là, qui me dit « Ouais, vous allez être appelé par le cabinet de Luc Châtel. » « Ah bon? Pourquoi? Bah, vous allez voir. » Une heure après, cabinet du... « Oui, bonjour monsieur, directeur cabinet Luc Châtel.
voilà, Luc Chatel a été missionné par le président Sarkozy pour monter un comité stratégique pour l'avenir de l'automobile. Et donc, on aimerait bien vous intégrer. Mais à quel titre? Je ne suis pas syndiqué. À l'époque, ni UMM, ni MEDEF, libre comme l'air. Mais, grande gueule, et puis patron d'un grand groupe d'équipementiers, en fait, de sous-traitants. Donc je comprends que je vais témoigner, en fait, de ce que je vis. Mais on ne le sait pas encore, que la crise va être aussi profonde. On est encore au mois de novembre. Et au cabinet, ils pensent qu'on va parler du pourquoi la France est devenue importateur de voitures alors qu'on était exportateur. Tu vois, hein, la genèse de ce comité stratégique, c'était plus du long terme que du court terme. Et quand on fait la première réunion 15 jours après, les mauvaises nouvelles, elles sont arrivées. Quand autour de la table, Luc Chatel nous réunit avec Christian Streff, PDG de Peugeot à l'époque, hein, PSA, Carlos Ghosn, le patron de Valeo, le patron des RVI, et puis tous les syndicats, bien sûr, hein, et puis le gars de l'UMM qui ne dit pas un mot, et puis moi, et puis tous les gars du cabinet, à ce moment-là, le ton est plus le même. Luc Chatel donne la parole à Carlos Ghosn, c'est le premier à parler, et Carlos Ghosn dit voilà, c'est très grave, on ne vend plus une voiture, on ne peut même plus fournir, on ne peut même plus alimenter en cash nos concessionnaires, ils ne peuvent plus acheter de bagnole, enfin le truc, on est pris dans un engrenage. Les taux interbancaires, ils manquent à 6%, et il n'y a aucune banque qui se fait confiance, parce que chacun croit que c'est Lehman Brothers, c'est le prochain. Donc, Carlos Ghosn, on a besoin de 3 milliards. Non, parce que Luc Chatel dit, mais vos besoins, c'est quoi? Il nous faut une aide de 3 milliards, un prêt. Streff, pareil. Valeo, RVI, 500 millions. Bon, on fait le tour, on arrive à moi. Grande gueule. Bon, monsieur Benetti, le mec, il ne me connaissait pas encore. Alors là, je pars sur un truc. Il y avait 40 mecs autour de la table. Bon, je dis voilà, écoutez, nous, c'est pas compliqué. Il y a encore 6 mois, on nous a demandé de maintenir les feux à fond. On nous a dit il y a un mur capacitaire, donc on a embauché à plein tube, on a des stocks partout, on a produit comme des malades. Ça fait 2 ans qu'on investit et tout. Puis là, maintenant, on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et je lui dis écoutez, moi, j'ai 3 problèmes. Les banques, à ce moment-là, quand elles voient que depuis septembre, ça se casse la gueule et qu'il y a la crise mondiale, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous appellent toutes. Monsieur Benetti, on va vous envoyer un courrier parce que la loi, ils ont 60 jours pour dénoncer les découvertes. J'ai vécu ça dans un autre secteur. Voilà. Donc dès que tu reçois le courrier, tu as 60 jours pour te mettre à jour à la banque. Hein. Donc en gros, tu as 15 briques qui disparaissent. Premier sujet. Deuxième sujet, les assureurs crédits. Le plus gros banquier pour une entreprise de manufacture, ce sont les fournisseurs. Tu as un crédit fournisseur. Quand une boîte tourne normalement, tu as ton crédit fournisseur. Les fournisseurs se garantissent ou pas. Ils s'assurent hein, chez des sociétés en cas de défaillance. Et là, à l'époque, j'avais 21 millions de crédits fournisseurs. C'est-à-dire, c'est encore un découvert, si tu veux. Bon, 21 et 15, 36. On faisait 300 et quelques millions, donc le ratio est pas mal, tu vois. Donc là, les assureurs crédits commencent à appeler, on ne va plus assurer. Donc les fournisseurs nous appellent. On ne peut plus vous maintenir ce crédit fournisseur. Et ça se fait tout ça en quelques jours, hein, c'est très rapide. Hein, entre novembre et la fin de l'année. Tu vois, c'est pas... bon. Ah, d'accord, vous aussi, ok. Troisième sujet, qu'est-ce que je fais des gens? J'en fais quoi? J'ai pas d'argent pour faire un plan social. Ça coûte une fortune, un plan social. Aujourd'hui, si tu as 100 personnes en trop, ça va te coûter 5 millions. Ah oui. Quand tu n'as pas d'argent et que ce n'est pas 100 personnes qui étaient en trop, mais 500, tu mets la clé sous la porte. Tu n'as plus rien à faire. Et je raconte tout ça, avec mes mots. Les mecs, ils se prennent ça en pleine figure. Mais je propose des solutions en même temps. Et je dis, voilà, écoutez, il y a un dispositif qui s'appelle... Enfin, aujourd'hui, il y a une banque... Alors, c'était l'ancêtre de la BPI. Hein, Oseo. C'était la banque d'État qui servait à financer l'innovation. Bon, voilà. Et moi, je dis, il faut qu'Oseo nous garantisse. Enfin, j'avais déjà pensé à ça. J'avais déjà pensé à ce que l'État ne sorte pas d'argent
hein, mais garantissent à 70 ou 90% nos prêts, c'est du PGE à l'envers, hein, puisque on l'a déjà l'argent, tu vois. Donc on ne va pas le chercher, mais qu'on ne nous sucre pas ces lignes et que ces lignes soient garanties, qu'on oblige les banques à prendre cette garantie. Alors le mec il note, ouais, super idée, ok. Deuxième idée, je dis, c'est impossible que les assureurs crédits nous dégagent, c'est pas possible, on est tous morts. Parce que moi je suis le seul à parler des sous-traitants. Carlos Ghosn, lui, il parle de sa boîte. Hein, lui. La filiale, c'est pas son problème. Hein. Lui, c'est Renault, l'autre, c'est Peugeot, l'autre, c'est Valeo. Et puis là, je vois les mecs, je vois les syndicats. Ah, d'accord. Tu sens quand ce que tu racontes, tu vois. Oui, ils étaient pour. Ah bah oui, à fond. Bah, non, mais parce que moi, à l'arrivée, c'était on vire pas les mecs. C'est ça qui les intéressait. Et donc, je dis, faut mettre un dispositif, pareil, une garantie pour garantir les assureurs. Et là, ça s'est fait en quelques jours, tu vois, mais je te donne déjà le résultat. Christine Lagarde, elle met un dispositif en place. Donc on a maintenu l'assurance crédit. Presque tout. Et qu'est-ce que je fais des gens? Et là, je me rappelle, en tant qu'ancien, je leur dis, écoutez, j'ai le souvenir, en 93, on a une crise très grave. Et là, l'État avait mis en place un dispositif de chômage de longue durée. C'est-à-dire qui indemnisait les entreprises s'ils ne foutaient pas les gens dehors. Et en contrepartie, on les formait, les gens. Ah ouais, mais il faut qu'on le ressorte, ça existe toujours. Alors tu dis, mecs, ouais. APLD. C'est... tout le chômage partiel et tout comme ça. Alors APLD, c'est activité partielle de longue durée. Donc c'est pas du chômage partiel, c'est mieux, parce que le chômage partiel, ils sont pas obligés de te le donner. L'APLD, mon chiffre d'affaires se casse la gueule de 40%, j'ajuste mes effectifs de 40% en les mettant au chômage partiel. Alors, les gens sont quasiment payés presque 100%, ils perdent rien, et la boîte perd pas grand-chose. Tu vois, ça ne te coûte pas grand-chose. Mais en contrepartie... Le quoi qu'il en coûte de l'époque. Voilà, mais en contrepartie, tu vires pas les gens. Donc l'État, il se porte pas les gars. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et tu les formes. Donc tu ne perds pas les compétences de ta boîte, parce que la crise va peut-être durer 1 an ou 2 ans. Tu ne vas pas foutre les mecs dehors, tu ne vas pas virer 500 mecs sur 3000 ou 2500 pour les rembaucher 2 ans plus tard, si tu les retrouves. Tu vois? Alors les syndicats, bilan des courses. Ah, écoute bien, on se revoit la semaine suivante, parce que Châtel nous fait plancher sur des mesures à prendre. Et moi, mes mesures, je les avais données. J'arrive au 7e étage, là, à Bercy. Et je vois un jeune conseiller qui vient me voir. « Monsieur Beniti, c'est vous qui avez proposé ça là ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Pour Oseo, là, tu sais. » Il me dit « Vous estimez à combien l'enveloppe qu'il faudrait ?» Moi, je lui dis « 15 millions. » C'est ce que j'ai. Et ils ont pris 15 millions. Mais 15 millions, c'était déjà bien. Ça couvrait tout le spectre des petits et des moyens sous-traitants. C'était pas la peine d'aller demander plus. Bon. J'étais super content. Et là aussi, j'ai appris qu'ils avaient activé Lagarde, qui était venue d'ailleurs à une réunion pour me dire, voilà, je mets ça en place. Alors, elle, attention, pas question que les assureurs crédits, les mecs, ils ne mouftaient pas. Elle les a tous convoqués. C'est une sacrée ils n'ont bonne pas moufté. Ah bah ouais, là, ils n'ont pas moufté. Et la PLD était mise en place. Donc, qu'est-ce qui nous restait pour passer la crise? Pour ceux qui n'étaient pas morts, hein, parce que je ne t'explique pas. Hein, à Noël, tu en avais déjà une bonne partie qui était au tapis. Hein. Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait après gérer sa trésorerie. Comment on gère la trésorerie d'une boîte qui a perdu 43% de chiffre d'affaires et qui va compenser sa baisse d'activité par du chômage partiel, qui peut être en chômage 1 jour sur 2, enfin en gros c'était 1 semaine sur 2, et que l'autre semaine, il faut travailler, il ne faut pas perdre d'argent pendant que tu travailles. Parce que si tu n'expliques pas aux salariés que les semaines où ils sont au boulot, il faut travailler comme s'ils étaient tout le temps au boulot, les gammes ne vont pas être respectées, donc tu n'auras pas la rentabilité sur tes pièces. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne t'explique pas les shows qu'on a fait. Tout expliquer. On leur a dit, voilà, par exemple, ce mois-ci, il y a 200 tonnes à faire. 100 tonnes, on va les prendre dans les stocks, parce que nous, on s'est retrouvés avec pléthore de stocks, puisqu'on avait des stocks pour un chiffre d'affaires qu'on ne faisait plus. Donc le but du jeu, c'était, je chôme, je déstocke pour livrer mes clients,
et je produis un petit peu, tu vois, ce qu'il faut. Donc ce que je produis un peu de façon rigoureuse, professionnelle et performante, plus mes stocks, ça me fait mon chiffre d'affaires du mois, mais j'ai économisé les salaires et j'ai déstocké ce qui me fait de la trésorerie puisque je n'ai pas acheté la matière, etc. Et avec ça, tu passes. Et avec ça, on a fait un EBITDA positif en 2009, avec moins 43% de chiffre d'affaires. Bon, mais là, encore une fois, il faut une équipe. Oui, et puis ça répondait bien au niveau de l'État, parce que quand même, aller te chercher toi, non, là, c'est pour ça que Luc Châtel, franchement, moi j'ai regretté qu'il passe trop vite à l'éducation nationale. Tu vois, c'est dommage. C'était un bon ministre de l'Industrie. Oh, ouais. Bah, il n'est pas resté assez longtemps. Parce qu'il nous a fait venir, on a travaillé, il voulait des contributions écrites, on a fait des contributions écrites, on a beaucoup écrit, on était bien entourés, il écoutait toutes nos propositions, il avait super bien organisé les états généraux, et puis quelques mois plus tard, il part à l'éducation nationale, bon là il se disperse un peu, un gros mammouth, c'était pas son truc, alors peut-être pour sa carrière, c'était peut-être bien, mais moi j'aurais aimé qu'il reste 2-3 ans de plus, tu vois, que vraiment il tienne le truc, parce que on voyait qu'avec lui, il y avait des mesures, des règles, c'était parti. Et puis après, bon, ça s'est dilué, et puis le groupe automobile, il est parti dans des commissions, et puis ça a donné les France Stratégie, les France Machin, les grands trucs. Mais oui, tu as laissé une petite médaille quand même. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Oui, je ne sais pas si c'est pour ça que... Oui, c'est vrai que j'ai eu le plaisir un jour de... Et ça fait quoi alors un jour, à la Légion d'honneur un jour, j'étais en train de me raser. Déjà, c'est le truc que tu ne demandes pas. Ça ne se demande pas, tu t'imagines même pas. Tu vas voir ça un jour, parce que tu te dis, bon, moi, je suis pas dans l'armée, je suis pas... j'ai pas sauvé la patrie au sens où on peut l'imaginer. Mais après, tu te dis, bon, j'ai peut-être contribué à sauver une partie de la filière automobile, et puis ma carrière a fait que je l'ai fait parce que j'ai ce passé, j'ai cette expérience. À l'époque, j'avais 52 ans. Je crois que c'est l'âge d'ailleurs, tu ne peux pas l'avoir avant, sauf si tu es sportif ou des trucs comme ça. Et là, un jour, je me rase, et puis j'ai mon assistante qui m'appelle. « Ah, tu avais été dans le Figaro, quoi ?» Voilà. Et puis je me suis fait un plaisir à ce que ça soit Luc Châtel qui me la donne. Alors, cerise sur le gâteau, ce que j'ai oublié de te raconter, c'est que pendant que j'étais aux États généraux, je reçois un coup de téléphone du journal télévisé de Capital. À l'époque, c'était sur la 6 ou je ne sais plus. Ouais. Puis je vois les mecs, ouais, allô, Capital, Piavetti. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont eu mon nom, comment ils ont su, parce qu'on n'était pas dans les journaux, hein, tu sais, on était... Encore une fois, peut-être que le ministère, je ne sais pas. Oui, est-ce qu'on peut vous suivre pour voir comment... On veut voir l'avis d'un industriel qui se prend la crise aujourd'hui. Donc c'était avant Noël. Hein. Alors je dis, attendez, Capital, ouais, c'est le genre de mec... ouais, vous parlez derrière moi pour dire du mal de moi, tout ça, c'est bon. Il me dit, ouais, je lui dis, écoutez, moi j'ai rien à cacher, je m'en fous, je suis transparent, venez si vous voulez, questionnez qui vous voulez, je m'en fous. Et les mecs, ils arrivent, et ils débarquent, tu sais, caméraman, 3 ou 4, hein. Et ils arrivent et on a rendez-vous à l'usine, la grosse usine de l'Aveyron. Et c'était avant qu'on ferme pour la fin de l'année, on était en chômage. Et ils filment ça, et le gars me dit, ouais, bon, l'émission dure 53 minutes de mémoire, et nous, on a 10 minutes. Donc on fera un truc. Très bien, 10 minutes. Il filme. En janvier, il me rappelle, il me dit, ouais, bon, on revient, on va vous suivre. Pareil qu'il y a des états généraux. Je dis, on peut venir? Je dis, ouais, venez. Alors je demande les autorisations. Je dis, ouais, ok. Puis là, il me dit, bon, ça y est, on va passer à 20 minutes. Ah, c'est super. Il filme. Une semaine après, ils me disent, on a montré les rushs à notre rédac en chef. On a les 53 minutes. Ah, et là, on a un film, un vrai film, 53 minutes. Hein. Et là, ils me suivent partout. Alors, partout, ils viennent me chercher chez moi. On est dans la bagnole. Ils vont chez le client. Ils filment le banquier qui veut nous sucrer l'argent et puis qui se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Enfin, tout. Mais c'est très rigolo parce que c'est comme un épisode, un feuilleton. Hein. Et c'est sorti le 1er mars 2009. Et là, je me mets devant la télé, j'ai ma sœur, machin, tout le monde vient voir. 4 400 000 vues. Ça a fait un tabac, leur truc. Déjà un influenceur. Incroyable. Non, mais tu vois, à l'époque, tu vois, aujourd'hui, quand on dit 1 million, 2 millions, bon, c'est 4 millions 4. Et le gars me l'avait dit, j'ai dit, ah ouais. Donc, si tu veux, oui, alors, avoir
la médaille, et puis ça, bah, ça t'oblige. Tu vois, voilà. Bon, il y en a qui en auraient rien à foutre, mais moi, je suis pas comme ça m'oblige. C'est-à-dire que je me suis senti obligé de ne jamais délocaliser, c'est ce que j'ai fait. Tu as envie de te battre, et puis tu as surtout envie de défendre l'industrie, même quand tu as fini de travailler. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Oui, parce que maintenant, tu écris beaucoup. Enfin, tu écris, et tu restes très opérationnel aussi. Tu fais beaucoup d'accompagnement. Moi, je suis officiellement je n'ai pas d'activité officielle depuis début 2023, mais j'ai créé un cabinet de conseil en restructuration. Et je suis très content de sauver des boîtes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne vais pas prendre de mission pour une boîte qui va être liquidée. Si tu veux. Pas mon truc. Et comment tu trouves justement le moment par des régions. Des fois, c'est les régions qui m'appellent en me disant, bon, parce qu'on finit par être connu, le bouche à oreille, tu vois. Les régions, LinkedIn, par le réseau, hein, j'ai des gens qui m'écrivent. Hein. Je ne veux pas dire des noms, mais une fois, j'ai un gars, il m'a écrit à l'aide. Je te promets, à l'aide. Et puis, alors je l'ai appelé le lendemain, et puis je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là que je me suis rendu. Mais l'industriel qui va pas bien, il est seul. Hein. Il est seul. Alors moi, je les ai connus, ces périodes. Parce que même si tu es très bien entouré, tu es quand même seul. Tu prends tes décisions seul, tu vois. Même si tu as un bon actionnaire, il n'est pas derrière toi en permanence. Donc c'est toi qui vas décider seul. Voilà. Il faut prendre des décisions, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Hein. Tu vas prendre des décisions. Il vaut mieux prendre des décisions et se rendre compte que tu as fait des bêtises et les corriger que de ne jamais en prendre. Donc tu es seul. Voilà. Quelque part, tu es toujours seul. Donc je ressens ce que des gars qui se sont endettés, qui se sont pris le Covid, qui ne peuvent pas rembourser les PGE, les gars ils m'appellent, qu'est-ce qu'on fait ? On va trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et je vais même te dire, c'est presque une chance pour certaines boîtes, parce que les boîtes, elles ont deux sortes de problèmes. Elles ont des problèmes exogènes et des problèmes endogènes. Le problème endogène, ça ne m'intéresse pas, c'est le gars, il a mal géré sa boîte. Bon, il a mal géré, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas sur les bons produits, il a fait des conneries. Bon, ok, tant pis pour lui, hein, je veux dire, je ne peux pas l'aider, si tu veux. Hein. Moi, j'aime aider ceux qui ont des causes exogènes. Le gars, son chiffre d'affaires, Covid, il n'arrive pas à repartir. Le PGE, il ne peut pas le rembourser. Crise de l'énergie. Il s'est pris une ardoise, parce que tu en as des boîtes qui se prennent des ardoises, on n'en parle pas. Hein. Tu as des grands groupes qui laissent des ardoises à des petites boîtes, hein, qui n'en ont rien à foutre. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien aider ces boîtes. Alors l'énergie, évidemment. Hein. Pourquoi ? Parce que une boîte qui passe en redressement ou en sauvegarde, hein, bon, tu connais la différence, tu rentres en sauvegarde quand tu n'es pas en cessation de paiement. Hein. Tu te déclares en sauvegarde parce que tu as une dette qui est un peu lourde, tu n'as pas réussi à la négocier, parce que tu n'as pas fait une bonne conciliation. Bref, tu décides de te mettre un peu à l'abri avec une sauvegarde, tu gardes l'autonomie de ta boîte, hein, tu continues à diriger ta boîte, mais par contre, il faut que tu sortes de la sauvegarde rapidement, il ne faut pas trop tarder, et tu renégocies ta dette ou tu la réétales. Tu passes au tribunal qui va te la valider. Bon. Quand tu n'arrives pas à faire la sauvegarde, tu passes en redressement judiciaire. Parce que tu es en cessation de paiement. Pourquoi tu es en cessation de paiement ? Parce qu'à un moment, tu as tes créanciers qui disent il faut me payer. Si tu ne peux pas les payer, tu as 45 jours. Hein. Si tu dépasses tes 45 jours, faute de gestion. Donc il vaut mieux rester dans les 45 jours. À ce moment-là, je dirais c'est pas grave. Je veux dire, faut pas, c'est pas la mort. Hein. Il y a des boîtes qui se restructurent en redressement judiciaire. C'est le but. D'ailleurs, redressement. C'est pas redressement, maison de redressement, au sens où je te punis parce que tu as mal fait. C'est redressement au sens je te redresse. Tu es tombé, je te relève. C'est ça le sens. Redressement judiciaire, c'est-à-dire sous la protection judiciaire du tribunal, tu vas te redresser. Les gars qui ont la niaque, les patrons qui ont la niaque, qui n'ont pas fait de bêtises, qui sont capables de restructurer leur boîte, et de restructurer leurs dettes, en discutant, en négociant, en faisant des plans, en se remettant en cause, ils sortent en plan de continuation. Ça va leur prendre 6 mois, 1 an, ils sortent. C'est ces gars-là que je veux aider. Tu vois, ils sortent en plan de conti, ça veut dire que leur dette, on a réussi à la ratatiner avec l'administrateur, et puis ils repartent. Et je vais même te dire, ces boîtes-là,
là je m'adresse à des financiers, là, parce qu'ils n'ont pas accès au financement. Hein. Quand tu sors en plan de continuation, alors que tu es redressé, tu es comme un étalon. Hein, tu as le bon effectif qui va bien, tu t'es restructuré, tu as moins de dettes, bah, c'est là où tu ne trouves pas de financer. Alors qu'on va financer des boîtes qui n'ont jamais fait de chiffre d'affaires. Je suis désolé d'attaquer un peu les startups. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais dire, on va foutre des centaines de millions sur des boîtes qui n'ont pas fait un centime de chiffre d'affaires. Là, on a des gars qui font du chiffre d'affaires et qui vont en refaire. Et on sait que leur rentabilité va repartir, on ne va pas les aider. Il y a un vide sidéral. Donc, c'est exactement pour ça qu'aux Forces françaises de l'industrie, ben voilà. on est en train de créer des véhicules d'investissement. Vous avez bien raison de faire ça. Et il faut vraiment chercher les bonnes boîtes. Il y a des très bonnes boîtes. On compte sur toi. Ah bah, t'inquiète pas pour ça, je t'en trouverai, je pense à certaines. Voilà. Et là, et je t'assure que là, c'est gagnant. Et tu maintiens l'industrie dans le territoire. Parce que réindustrialiser, c'est pas que créer des nouvelles boîtes, c'est empêcher que les boîtes actuelles se cassent la gueule. Donc il faut qu'on endigue. Premièrement, j'endigue. Donc j'endigue, stop aux délocalisations. Donc là, il y a du boulot, parce que tous les jours. Stop au non-financement des plans de Conti, parce qu'il faut vraiment aller sur les plans de Conti. Voilà. Puis après, on va rebâtir, on va reconstruire. Mais il ne faut pas qu'on désamorce la pompe de l'industrie en France. Parce qu'une boîte qui meurt, c'est plein de petites boîtes autour qui se cassent la gueule. Hein. Dis-nous peut-être, pour finir, histoire de conclure, pourquoi un beau jour tu t'es mis à écrire sur LinkedIn? Parce que moi, c'est là où je t'ai connu. C'est marrant. Eh bien écoute, pendant toute ma vie active, j'avais pas le temps. Comme je te dis... j'avais des journées, la nuit, j'avais qu'une seule envie, quand je rentrais chez moi, c'était de dormir, de me vider la tête. Et les week-ends, pareil, m'occuper un peu de mes enfants aussi, parce que je ne les ai pas beaucoup vus. Enfin, là, je me rattrape maintenant. Donc, non, quand j'ai vu les Gilets jaunes, début 2019, donc je m'étais mis sur LinkedIn en 2016-17, comme ça, parce que je trouvais ça sympa, hein, de voir un peu les gens. Je me dis, tiens, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi, enfin... Il y avait des postes intéressants et des relations intéressantes surtout. Et puis en 2019, je me suis lâché. Oh, j'ai dit, enfin, il faut que j'écrive quand même. Et mon premier poste, ça a été bonne année en jaune. Parce que je me suis dit, mais comment on voit pas, on ne se rend pas compte que les gilets jaunes, c'est la désindustrialisation. Oui, les 80 km/h, oui, le gaz, le machin, les taxes, oui, mais attendez, c'est la goutte d'eau. Mais le vase, il était déjà plein. Qu'est-ce qui a rempli le vase? Les gens qu'on a foutus en dehors de leurs usines. Les gens qu'on a mis en dehors de leur région. On croit qu'un Aveyronnais, on va l'envoyer travailler à Lille, ou qu'un Lillois, on va l'envoyer travailler, je sais pas moi, dans la Charente-Maritime, ou je ne sais quoi. Non, les gens sont attachés à leur région. Ils ont leur famille, ils ont leurs parents, ils ont leur maison, ils ont sué pour l'avoir, ils l'ont construit eux-mêmes, des fois. Enfin, moi j'ai trop vécu la vie des ouvriers. Je les ai côtoyés énormément, donc j'ai vraiment vu les difficultés qu'ils avaient. Donc du jour au lendemain, tu n'as plus d'usine. L'usine, c'est la famille, quoi. Tu vois? L'usine, dans un département rural, c'est la famille. C'est-à-dire que tu passes plus de temps avec tes copains d'usine que chez toi. Surtout quand ta femme travaille à l'usine aussi. Et que ton fils, il va sortir de BTS, il va prendre un poste de technicien dans l'usine. Ou que ta fille va être alternante à la compta, ou je ne sais quoi, ou RH, tu vois. Et du jour au lendemain, il n'y a plus. Ah oui, d'accord, on part avec un chèque. Bah oui, c'est formidable. On a réglé le problème. On va tous vous recaser, vous allez avoir une indemnité. Ah, merci pour les 20 000 euros. Hein. Bon, t'achètes une télé, un canapé, c'est mort. Donc après, tu te dis, mais je fais quoi? Le troquet ferme, il n'y a plus d'argent. La maternité, souvent, les écoles ferment. Les jeunes qui ont fait des études, ils se barrent. Et puis, ta région, c'est terminé. Moi, je connais des régions où j'y retourne aujourd'hui, où j'avais des usines. Je préfère pas les traverser. Hein. Je fais un détour. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Pas forcément pour le dénoncer, mais pour faire prendre conscience. Tu vois? Et mon premier article, il s'appelait « Aux usines citoyens ». C'est marrant, hein. Je me suis dit, c'est pas aux armes citoyens, c'est aux usines. En gros, ressaisissez-vous de vos usines. J'ai fait un article là-dessus. Et je l'ai même conclu en disant, ne te pose pas comme Kennedy,
Hein, ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais toi, ce que tu peux faire pour ton pays. Donc tu vois, je reboucle encore une fois avec ce que je ressens, quoi. Pour moi, il faut que j'aide ce pays d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je peux plus faire en tant que patron de boîte, c'est-à-dire entretenir des salaires, des emplois, de l'activité, bah, je le fais en aidant d'autres qui vont le faire, en les aidant à se sortir. Voilà. Et pour moi, c'est très enrichissant et c'est un plaisir. Et c'est une grande fierté quand je peux dire que j'ai sauvé une boîte, quoi. Alors, pas tout seul, bien sûr, mais que j'ai participé. Donc voilà mon nouveau métier maintenant. Voilà, ça, plus influencer, plus influencer, inspirer quand même, ça compte. Inspirer. Les jeunes surtout. Moi, je te cite souvent. Ouais, je sais. Les jeunes surtout. J'ai des jeunes qui me disent quelles études on doit faire pour ça. Bah, c'est formidable. Je dis bon bah tu fais ça. Ouais, bon d'accord. Et là on me propose tel poste. Je dis non, mollo, continue à faire ce que tu fais. Tu feras après. Des gars de 35-40 ans, on voudrait créer un petit groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, bah, il faut y aller les gars, vous avez de l'argent? Non, bah alors attendez, bon, bah, essayez d'avoir une stratégie, puis vous trouverez des fonds après, enfin tu vois, vous reprenez des boîtes, voilà, c'est ça qui me plaît, quoi. Patrick, merci beaucoup. Merci Laurent. Ouais, et bah, très enrichissant. Tu veux un petit mot de la fin ou t'as tout dit? Non, moi j'ai tout dit, tu sais, moi c'est ma vie, c'est ma passion, hein, c'est ma passion. Bon, j'ai plein d'autres passions, hein, bien sûr. Non mais ça s'entend. J'ai plein d'autres passions, je suis un passionné, mais ça vraiment, ça me tient à cœur.